Un récit émouvant de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ, où un millionnaire stérile engage une femme pour son épouse, mais finit par tomber amoureux d'elle. Le soleil d'automne déversait sa lumière dorée à travers les immenses fenêtres de la bibliothèque Dupont, créant des ombres dansantes entre les étagères centenaires. Émilie passait délicatement ses doigts sur le dos des livres, comme si chaque volume était un joyau précieux. Ses cheveux châtains, attachés en un chignon discret, reflétaient l'éclat de l'après-midi, tandis qu'elle organisait méthodiquement la nouvelle collection de littérature française qui venait d'arriver. Le silence accueillant de la bibliothèque fut brisé par le son décidé de pas masculins. Avant même de se retourner, Émilie sentit un changement dans l'atmosphère du lieu, comme si l'air était devenu plus dense, plus lourd. Lorsqu'elle regarda enfin derrière elle, elle se retrouva face à une figure imposante. Julien Mercier, le banquier dont la réputation le précédait dans tous les cercles sociaux prestigieux. Grand, avec des épaules larges parfaitement dessinées par un costume italien sur mesure, Julien émanait une aura d'autorité naturelle. Ses yeux, d'un bleu profond comme la Méditerranée, semblaient évaluer toutes et tous avec une précision chirurgicale. Son visage anguleux, encadré par des cheveux noirs parsemés de gris sur les tempes, gardait une expression sévère, presque intimidante. Mademoiselle Dupont. Sa voix avait un léger accent parisien, douce comme du velours, mais ferme comme l'acier. J'ai reçu d'excellentes recommandations concernant votre travail à la bibliothèque. Émilie sentit un léger frisson parcourir son échine. Depuis des semaines, elle entendait des rumeurs sur l'intérêt du magnate pour engager un spécialiste en littérature française afin de cataloguer sa collection privée. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'il viendrait personnellement à la bibliothèque publique pour un entretien. « Monsieur Mercier, c'est un honneur de vous recevoir. » Elle répondit maintenant un ton professionnel, bien que son cœur battait la chamade. « Comment puis-je vous aider ?» Julien fit quelques pas dans la bibliothèque, ses chaussures italiennes résonnant sur le plancher de bois ancien. Ses yeux parcoururent les étagères avec un intérêt sincère avant de se fixer à nouveau sur Émilie. « J'ai une proposition à vous faire, mademoiselle, une qui pourrait changer significativement votre vie et celle de votre sœur. » La mention de sa sœur figea Émilie. Marie, sa cadette, luttait contre une maladie rare qui exigeait des traitements très coûteux. Comment savait-il? « Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne comprends pas comment ma sœur pourrait être liée à une quelconque proposition professionnelle. » Émilie répondit, essayant de garder une voix ferme. Un sourire presque imperceptible courba les lèvres de Julien. « Mademoiselle, je suis un homme qui croit en la franchise. J'ai besoin d'une épouse. Et vous avez besoin d'argent pour le traitement de votre sœur. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Émilie eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. « Monsieur Mercier, je crains que... » « S'il vous plaît, » il l'interrompit doucement. « Laissez-moi terminer. Ce que je propose est un accord, un contrat de mariage qui nous bénéficierait à tous les deux. Vous auriez accès à des ressources illimitées pour le traitement de votre sœur, et j'aurais une épouse convenable pour ma position sociale. » Émilie observa cet homme qui parlait de mariage comme on discute de l'achat d'actions. Son visage ne trahissait aucune émotion, comme s'il proposait simplement une affaire de plus dans sa vie de transactions infinies. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Parce que vous êtes éduquée, discrète, et vous possédez la formation culturelle que j'apprécie. De plus, » il fit une pause, ses yeux bleus l'étudiant avec intensité, « vos références parlent de votre intégrité et de votre dévouement. Ce sont des qualités que je respecte. » Émilie sentit le poids du monde sur ses épaules. Son esprit s'envola vers Marie, pâle dans son lit d'hôpital, luttant pour chaque respiration. Le traitement expérimental en Suisse pourrait la sauver, mais le coût était astronomique. « Combien de temps aurais-je pour réfléchir ?» demanda-t-elle, surprise par son propre courage de ne pas refuser immédiatement. Julien consulta sa montre en platine. « Je reviendrai demain à la même heure. Le contrat est déjà prêt pour votre analyse. » Il sortit une grosse enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table la plus proche. Il inclut toutes les clauses, y compris celles concernant le traitement de votre sœur. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Ah, et mademoiselle Dupont, une dernière chose, cet accord exige une discrétion absolue. Personne ne doit connaître sa véritable nature. Pour le monde,
Nous serons un couple qui est tombé amoureux. Rapidement peut-être, mais sincèrement. Lorsque ses pas s'évanouirent enfin dans le couloir, Émilie se permit de s'effondrer sur une chaise. Ses mains tremblaient en atteignant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait possiblement le salut de sa sœur. Mais à quel prix? Le soleil continuait sa danse à travers les fenêtres, indifférent au drame qui se déroulait. Émilie regarda sa propre image reflétée dans la vitre de l'étagère. Une jeune femme simple, avec des yeux qui portaient le poids de responsabilités trop grandes. Comment serait-ce de porter des bijoux coûteux, de fréquenter des événements sociaux, d'être l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de la ville? Plus important encore, comment serait-ce de vivre un mariage basé sur un contrat? Feindre l'amour là où il n'y avait que de l'intérêt? Son cœur se serra en pensant à sa sœur, si jeune, si pleine de rêves, luttant pour sa vie dans une chambre d'hôpital. Ce soir-là, après la fermeture de la bibliothèque, Émilie marcha jusqu'à l'hôpital comme elle le faisait tous les jours. Marie dormait, son jeune visage marqué par la fatigue de la maladie. À côté de son lit, une pile de factures médicales semblait se moquer de son impuissance. C'est alors qu'elle comprit. Parfois, l'amour exige des sacrifices qui vont au-delà de ce que nous imaginons être capables. Parfois, aimer signifie renoncer à ses propres rêves romantiques pour sauver quelqu'un que l'on aime. Ce qu'elle ne savait pas alors qu'elle observait sa sœur dormir, c'est que Julien Mercier traversait également sa propre nuit d'insomnie. Dans son manoir solitaire, il contemplait la photo d'Émilie dans son dossier, se demandant s'il avait tout calculé correctement. Si cette femme aux yeux rêveurs et au sourire doux serait réellement capable de maintenir les apparences sans compliquer sa vie avec des sentiments indésirables. Le destin, cependant, avait ses propres plans, et cette nuit-là, tandis que deux cœurs solitaires réfléchissaient à un contrat qui changerait leur vie, les rouages de l'inévitable commençaient déjà à se mettre en mouvement. Le matin arriva avec la douceur d'une aquarelle, peignant le ciel de ton pastel qui se reflétait dans les fenêtres de l'hôpital Saint-Michel. Émilie, avec des cernes qui trahissaient une nuit mal dormie, tenait l'enveloppe contenant le contrat tout en observant sa sœur Marie recevoir une autre session de traitement. « Tu es étrange aujourd'hui, Émilie, » remarqua Marie, ses yeux perspicaces étudiant le visage de sa sœur aînée. Même affaiblie par la maladie, elle conservait cette vivacité qui avait toujours été sa marque de fabrique. « Il s'est passé quelque chose à la bibliothèque hier ?» Émilie força un sourire, rangeant l'enveloppe dans son sac. Comment expliquer qu'elle envisageait un mariage arrangé pour sauver la vie de sa sœur? Rien d'important, juste quelques changements au travail. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit, révélant le docteur Thomas Lefebvre, le jeune médecin responsable du cas de Marie. Avec ses traits méditerranéens et son sourire chaleureux, il apportait avec lui une aura d'espoir qui contaminait les patients. « Comment va notre guerrière aujourd'hui ?» demanda-t-il, vérifiant les moniteurs avec une efficacité professionnelle, mais sans perdre la gentillesse dans son regard. « Mieux que ma sœur, apparemment, » répondit Marie avec un sourire espiègle. « Elle a une mine terrible. » Thomas porta son attention sur Émilie, et elle sentit le poids de son regard inquiet. « Tout va bien, Émilie? Vous semblez vraiment fatiguée. »« Je vais bien, docteur. Juste une mauvaise nuit. » Elle se leva, ajustant la robe simple qu'elle portait. « Excusez-moi, je dois régler quelque chose avant d'aller travailler. » Dans le couloir de l'hôpital, Émilie permit enfin à ses mains de trembler. Elle sortit le contrat de son sac et commença à lire chaque mot méticuleusement. Les clauses étaient claires et étonnamment généreuses. Le traitement de Marie serait intégralement couvert, y compris la possibilité de l'emmener en Suisse. Il y aurait un compte bancaire à son nom, une nouvelle maison pour sa sœur et des garanties financières qui assureraient l'avenir des deux. En échange, elle devrait être l'épouse parfaite, assister aux événements sociaux, maintenir les apparences, ne jamais révéler la véritable nature de l'accord, et plus important, ne pas développer de sentiments réels pour Julien Mercier. Le bruit de talons sur le sol de l'hôpital lui fit lever les yeux. Une femme élégante, vêtue d'un ensemble Chanel impeccable, s'approchait. Ses yeux verts, affûtés comme des lames, se fixèrent sur Émilie avec un mélange de curiosité et de dédain. « Alors c'est vous, la bibliothécaire » dit la femme, sa voix portant un accent parisien plus prononcé que celui de Julien. « Je suis Isabelle Mercier, la sœur de Julien. » Émilie sentit son cœur s'accélérer.
Comment Isabelle savait-elle à son sujet? Oui, je suis Émilie Dupont. C'est un plaisir de vous rencontrer. Épargnons-nous les formalités, ma chère. Je suis venu ici pour mettre quelque chose au clair. Isabelle s'approcha, son parfum coûteux envahissant l'espace personnel d'Émilie. Mon frère peut être disposé à cet accord, mais la famille Mercier a des standards. Si vous pensez pouvoir utiliser la maladie de votre sœur pour profiter de la situation, vous vous trompez lourdement. Madame Mercier, Ne m'interrompez pas. Le sourire d'Isabelle était glacial comme un matin d'hiver. Julien peut avoir ses raisons pour cet arrangement, mais nous serons en train d'observer chacun de vos pas. Une erreur, un seul faux pas, et vous découvrirez que les Mercier peuvent être implacables quand il s'agit de protéger le nom de la famille. Sur ces paroles, Isabelle tourna les talons et partit, ne laissant derrière elle que l'écho de ses pas et le poids de sa menace. Émilie sentit ses jambes faiblir et s'appuya contre le mur, respirant profondément. L'après-midi, lorsque Julien revint à la bibliothèque comme promis, Émilie avait déjà pris sa décision. Il la trouva entre les étagères, arrangeant des livres avec la même délicatesse que toujours, comme si c'était un jour ordinaire. « Mademoiselle Dupont ». Sa voix semblait plus douce aujourd'hui, presque hésitante. « Avez-vous eu le temps d'analyser ma proposition ?» Émilie se tourna pour lui faire face, remarquant pour la première fois de petits détails, la tension dans ses épaules, une légère ride d'inquiétude entre ses sourcils, la façon dont ses doigts jouaient discrètement, avec l'anneau de famille à sa main droite. « Oui, monsieur Mercier, et j'accepte. » Pendant un moment, quelque chose ressemblant à du soulagement passa dans ses yeux, mais ce fut si rapide qu'elle aurait pu l'imaginer. « Excellent. Nous commencerons les préparatifs immédiatement. Le mariage doit avoir lieu dans 2 semaines. » 2 semaines? Émilie écarquilla les yeux. « Mais c'est très peu de temps. C'est le temps nécessaire. » Julien s'approcha, baissant la voix. « Nous devons tout officialiser avant la prochaine réunion du Conseil. Et il y a le traitement de votre sœur à considérer. Plus tôt nous commencerons, plus grandes seront les chances de succès. » Émilie acquiesça, sentant le poids de la réalité s'installer sur ses épaules. « Votre sœur, Isabelle, m'a rendu visite aujourd'hui. » Julien se raidit, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Qu'a-t-elle dit ?»« Suffisamment pour me faire comprendre le sérieux de la situation. » Émilie releva le menton, rencontrant son regard avec fermeté. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Mercier. Je n'ai pas l'intention de décevoir qui que ce soit. » Il l'étudia pendant un long moment avant d'acquiescer. « Bien, alors c'est décidé. Mon assistante vous contactera aujourd'hui même pour commencer les préparatifs. Robes, bijoux, documents, tout sera fourni. » Avant de partir, il hésita, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais il fit simplement un bref signe de tête et partit, laissant derrière lui le parfum de son eau de Cologne coûteuse et une étrange sensation dans l'air. Cette nuit-là, seule dans son petit appartement, Émilie se permit de pleurer pour la première et dernière fois. Elle pleura pour le rêve romantique qu'elle n'aurait jamais, pour la vie simple qu'elle était sur le point d'abandonner, pour la peur de l'inconnu qui l'attendait. Mais quand les larmes séchèrent, elle se leva et commença à ranger ses affaires. Dans 2 semaines, elle serait Madame Mercier, et pour Marie, elle serait l'épouse la plus parfaite que l'argent pourrait acheter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Julien était dans son bureau, contemplant la ville, à travers sa fenêtre panoramique, un verre de whisky intact dans ses mains. Ses pensées revenaient sans cesse vers la bibliothécaire, aux yeux rêveurs qui venait d'accepter un contrat pour devenir son épouse. « Sois professionnel, Mercier », murmura-t-il pour lui-même. « C'est juste un contrat, juste une affaire de plus. » Mais quelque chose dans son cœur, quelque chose qu'il essayait désespérément d'ignorer, lui chuchotait qu'il était sur le point de signer l'accord le plus dangereux de sa vie. Les 2 semaines qui précédèrent le mariage passèrent comme un tourbillon de tissu fin, d'essayages de robes et de réunions interminables avec l'équipe d'événements des Mercier. Émilie avait à peine le temps de respirer entre les séances d'étiquette et les visites à l'hôpital, où Marie observait les changements dans la vie de sa sœur avec un mélange de fascination et d'inquiétude. « Tu es sûre que c'est vraiment ce que tu veux, Émilie ?» demanda Marie un après-midi, tandis qu'elle feuilletait un magazine qui montrait Julien Mercier en couverture, à côté d'un titre sur les plus grandes fortunes d'Europe. « Te marier si vite.
Émilie ajusta le bouquet de fleurs à côté du lit de sa sœur, évitant son regard perspicace. « Julien est un homme merveilleux, Marie. Parfois, quand tu rencontres la bonne personne, tu n'as pas besoin d'attendre. » Les mots sonnaient faux dans sa bouche, mais elle les avait répétés tant de fois qu'elle pouvait presque y croire. Presque. Bon, au moins le docteur Lefebvre était content d'apprendre la nouvelle de mon nouveau traitement, commenta Marie, ses yeux brillants en mentionnant le médecin. Bien qu'il ait semblé un peu étrange quand il a appris tes fiançailles. Émilie sentit un pincement au cœur en se rappelant l'expression de Thomas quand elle lui avait parlé du mariage. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de déception et d'inquiétude qui la poursuivait dans ses moments de doute. « Mademoiselle Dupont ?» La voix de l'assistante de Julien la ramena à la réalité. « La voiture vous attend pour vous emmener à l'essayage final de la robe. » Avec un baiser rapide sur le front de sa sœur, Émilie partit pour un autre après-midi de préparatifs. La robe de mariée, une création exclusive d'un styliste français, était une œuvre d'art en dentelle et soie. Tandis que les couturières ajustèrent les derniers détails, Émilie se vit reflétée dans les miroirs de l'atelier, une princesse de conte de fées sur le point d'épouser un prince de glace. Magnifique. La voix d'Isabelle Mercier brisa le silence comme un rasoir. « J'arrive presque à croire que vous êtes née pour porter de la haute couture. » Émilie maintint le sourire poli qu'elle avait pratiqué sans relâche. « La robe est vraiment exceptionnelle, Madame Mercier. »« Oui, oui. » Isabelle tourna autour d'elle, évaluant chaque détail d'un œil critique. « Mais rappelez-vous, ma chère, les vêtements coûteux peuvent habiller une mariée, mais ils ne peuvent pas créer une Mercier. J'espère que vous avez bien étudié le matériel sur l'histoire de la famille que je vous ai envoyé. »« Chaque mot, » confirma Émilie, se souvenant des nuits passées penchées sur des albums de famille et des documents historiques. Y compris sur le bal de 1892, quand votre arrière-arrière-grand-mère... Épargnez-moi les détails. Isabelle l'interrompit d'un geste impatient. Ne nous faites pas honte au dîner de répétition demain. La presse sera présente et nous avons besoin que tout soit convaincant. Cette nuit-là, seule dans son nouvel appartement de transition, Julien avait insisté pour qu'elle déménage. Dans un endroit plus approprié avant le mariage, Émilie trouva une petite boîte sur son lit. À l'intérieur, un collier de perles anciennes reposait sur du velours noir, accompagné d'une carte avec la calligraphie élégante de Julien. Pour demain. Il appartenait à ma mère. Jupin et ses mains tremblèrent en touchant les perles. Il y avait quelque chose d'intensément personnel dans ce geste, quelque chose qui n'était pas prévu dans le contrat. Pourquoi Julien lui enverrait-il un bijou de famille? Était-ce simplement une partie de la mise en scène ou y avait-il quelque chose de plus? Le dîner de répétition le lendemain soir était un événement digne des Mercier. Le salon principal du manoir familial resplendissait de cristaux et de fleurs blanches, tandis que la crème de la société circulait entre coupes de champagne et sourires étudiés. Julien, impeccable dans son smoking, maintenait une main protectrice dans le dos d'Émilie, tandis qu'il la présentait aux invités. Son toucher, même à travers le tissu fin de la robe, envoyait de petits courants électriques à travers sa peau. « Vous êtes éblouissante », murmura-t-il à son oreille pendant une danse, sa voix plus rauque que d'habitude. « Les perles, elles vous vont parfaitement. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. « Merci de me les avoir confiées. Je sais combien elles signifient pour votre famille. » Pendant un moment, les yeux de Julien rencontrèrent les siens avec une intensité différente, presque vulnérable. Mais avant qu'ils puissent répondre, ils furent interrompus par un groupe d'actionnaires de la banque, désireux de rencontrer la future Madame Mercier. Ce fut pendant une pause entre les présentations qu'elle le vit. Docteur Thomas Lefebvre, élégant, dans son costume sombre, conversant avec quelques invités. Leurs regards se croisèrent à travers la salle, et quelque chose dans son expression noua son estomac. « Je ne savais pas qu'il serait là », commenta Julien, sa voix soudainement tendue. « Le médecin de votre sœur. »« Je ne le savais pas non plus », répondit Émilie, sentant la pression de la main de Julien sur sa taille augmenter légèrement. « Il semble très intéressé par vous », observa Julien, un ton étrange dans sa voix. « Peut-être devrions-nous chercher un autre médecin pour Marie après le mariage. »« Non !» s'exclama Émilie, plus fort qu'elle ne l'avait prévu, attirant quelques regards. Baissant la voix, elle continua. « S'il vous plaît, il est le meilleur spécialiste dans son cas. Nous ne pouvons pas risquer un changement maintenant. »
Julien l'étudia pendant un long moment avant d'acquiescer rigidement. « Comme vous voudrez. Mais, rappelez-vous, Émilie, à partir de demain, vous serez une Mercier, et les Merciers ne donnent pas matière à spéculation. » Le reste de la soirée passa dans un flou de visages et de voix, mais Émilie ne pouvait pas oublier l'expression dans les yeux de Julien lorsqu'il avait parlé de Thomas. Il y avait quelque chose là, quelque chose de primitif et de possessif, qui ne correspondait pas à son habituel masque de contrôle. Plus tard, quand le dernier invité fut parti, Émilie trouva un moment de solitude dans le jardin du manoir. L'air de la nuit était parfumé de jasmin, et la pleine lune baignait les parterres de fleurs d'une lumière argentée. Mademoiselle Dupont, la voix de Thomas la fit sursauter. Il était resté en arrière, apparemment avec la même idée de chercher un moment de paix. « Où devrais-je commencer à pratiquer Madame Mercier ?» Docteur Lefebvre. Émilie sentit son cœur se serrer devant la tristesse mal dissimulée dans ses yeux. « Vous n'avez pas besoin d'expliquer, » l'interrompit-il doucement. « Dites-moi seulement que c'est vraiment ce que vous voulez, que vous ne vous sacrifiez pas pour Marie. » Pendant un moment, Émilie sentit le poids de tous les mensonges qu'elle devrait porter pour le reste de sa vie, mais alors elle se souvint du contrat, de la promesse de sauver sa sœur, des perles à son cou qui semblaient peser 1 tonne. « J'aime Julien, » dit-elle, les mots sonnant comme des cendres dans sa bouche. « C'est ce que je veux. » Thomas l'observa pendant un long moment avant d'acquiescer lentement. « Alors, je vous souhaite d'être très heureuse, Émilie. Vous le méritez. » Quand il partit, Émilie resta dans le jardin, laissant la brise nocturne sécher les larmes qu'elle n'avait pas le droit de verser. Demain serait son mariage. Demain, elle signerait non seulement un contrat, mais aussi la sentence d'une vie entière de simulation. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de sa fenêtre au 2e étage, Julien l'observait. Et pour la première fois de sa vie méticuleusement planifiée, il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, une jalousie corrosive qui menaçait de détruire toutes ses défenses soigneusement construites. Le jour du mariage se leva avec une douceur presque ironique. La cathédrale Saint-Louis, avec ses vitraux centenaires et son architecture gothique, était transformée en un jardin d'hiver, avec des orchidées blanches et des cristaux qui captaient la lumière du matin comme des prismes délicats. Dans la chambre de la mariée, improvisée dans l'une des anciennes salles de la cathédrale, Émilie observait son reflet, tandis que la maquilleuse donnait les dernières retouches. La robe de mariée, un chef-d'œuvre en dentelle française et soie italienne, tombait comme une cascade de rêves autour d'elle. Les perles de Claire Mercier, mère de Julien, brillaient doucement à son cou, comme des larmes gelées dans le temps. « Vous ressemblez à une véritable Mercier, » commenta Isabelle, entrant dans la chambre sans frapper. Ses yeux verts parcoururent Émilie de la tête aux pieds, cherchant des imperfections. « J'arrive presque à oublier que jusqu'à la semaine dernière, vous n'étiez qu'une simple bibliothécaire. » Marie, assise dans un fauteuil proche, fronça les sourcils. Encore pâle à cause de la maladie, mais déterminée à participer au mariage de sa sœur, elle ne cachait pas son antipathie pour sa future belle-sœur. « Ma sœur a toujours été bien plus qu'une simple bibliothécaire, Madame Mercier. » Isabelle arqua un sourcil parfaitement dessiné. « Comme c'est touchant, cette loyauté familiale. Profitez bien du traitement en Suisse, ma chère. Considérez-le comme un remerciement anticipé pour le rôle que votre sœur jouera dans notre famille. » Avant que Marie ne puisse répondre, un coup à la porte annonça l'arrivée du bouquet. Roses blanches et orchidées, attachées avec un ruban de soie française, un arrangement aussi délicat que coûteux. Avec une petite carte portant la calligraphie élégante de Julien. Que ce soit le début de quelque chose d'extraordinaire. J. Émilie sentit ses mains trembler légèrement en lisant ces mots. Il y avait une douceur inattendue dans ce message. Quelque chose qui ne correspondait pas à l'homme d'affaires froid qui avait proposé un mariage par contrat. « 5 minutes !» annonça la coordinatrice du mariage, passant la tête par la porte. « Tous à vos postes !» À l'hôtel, Julien attendait avec la posture impeccable de toujours. Son smoking sur mesure mettait en valeur ses larges épaules et ses yeux bleus semblaient plus intenses que d'habitude. Quand la marche nuptiale commença à jouer, il se tourna pour voir sa mariée, et pendant un bref moment son masque de contrôle vacilla. Émilie était éblouissante, pas seulement par la production impeccable ou par la robe haute couture, mais par une lumière intérieure qui semblait émaner d'elle. Ses yeux, grands et expressifs, rencontrèrent les siens tandis qu'elle marchait dans l'allée d'eux.
à l'église, et Julien sentit quelque chose dans sa poitrine se contracter. La cérémonie se déroula comme un rêve nébuleux. Les vœux furent échangés, les alliances furent placées, des promesses furent faites, certaines vraies, d'autres pas tant que ça. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Julien se pencha pour embrasser sa mariée, et ce qui devait être juste un simple baiser protocolaire se transforma en quelque chose de plus profond. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une douceur initiale qui fit rapidement place à quelque chose de plus intense, plus vrai. Pendant un instant, tous deux oublièrent qu'ils ne faisaient qu'interpréter des rôles. Le baiser dura quelques secondes de plus que prévu, et lorsqu'ils se séparèrent, il y avait une rougeur sur les joues d'Émilie qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler. La réception eut lieu dans les jardins du manoir Mercier, un événement somptueux qui occuperait les pages sociales pendant des semaines. Tandis qu'il circulait parmi les invités, Julien maintenait une main possessive sur la taille d'Émilie, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. Ce fut pendant l'une des danses qu'il remarqua la présence de Thomas Lefebvre parmi les invités. Le médecin observait le couple avec une expression indéchiffrable, ses yeux sombres fixés sur Émilie, d'une manière qui fit bouillir le sang de Julien. « Je ne savais pas que vous l'aviez invité », murmura Julien à l'oreille d'Émilie tandis qu'il tournoyait sur la piste de danse. « Je ne l'ai pas invité », répondit-elle doucement. « J'imagine qu'il est venu en tant que représentant de l'hôpital, considérant le don substantiel que vous avez fait pour l'aile de recherche. » Julien acquiesça rigidement, mais ses yeux ne quittèrent pas la silhouette du médecin. « Il semble très investi dans votre bien-être. » Émilie leva le visage pour le regarder. « De la jalousie, monsieur Mercier? Ce n'était pas dans le contrat. » C'était la première fois qu'elle osait faire référence directe à l'accord, et pendant un moment, Julien sembla véritablement surpris. Puis, un sourire énigmatique courba ses lèvres. « Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le contrat, madame Mercier. » La façon dont il prononça son nouveau nom envoya des frissons le long de la colonne vertébrale d'Émilie. Il y avait quelque chose de prédateur dans son regard, quelque chose qui allait bien au-delà de l'accord commercial qu'ils avaient établi. La soirée avança entre toasts et danses, jusqu'à ce qu'arrive enfin l'heure du départ des mariés. Émilie avait troqué sa robe de mariée pour un élégant ensemble de voyage en ton d'ivoire, cadeau d'Isabelle, un geste qui avait probablement plus à voir avec les apparences qu'avec une affection sincère. « Prête ?» demanda Julien, offrant son bras tandis qu'il descendait les marches du manoir sous une pluie de pétales de rose. Émilie acquiesça, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. La voiture qui les attendait les conduirait directement à l'aéroport, où le jet privé des Mercier était prêt à partir pour la Côte d'Azur, où ils passeraient leur lune de miel. Avant de monter dans la voiture, Émilie chercha Marie des yeux. Sa sœur souriait courageusement, appuyée sur le docteur Lefebvre, qui l'aidait à se tenir debout. Le médecin croisa son regard un bref instant, et la tristesse qu'Émilie y vit faillit briser sa composure. « Elle sera entre de bonnes mains », murmura Julien comme s'il lisait dans ses pensées. « Le vol pour la Suisse est prévu pour après-demain. Docteur Lefebvre supervisera personnellement le transfert. » Dans la voiture, tandis qu'il s'éloignait, du manoir, Émilie sentit le poids de sa nouvelle réalité s'installer sur ses épaules. Elle était mariée, avec un homme qu'elle connaissait à peine, par contrat. « Vous tremblez », remarqua Julien, sa voix plus douce que d'habitude. « Je vais bien », répondit-elle automatiquement, mais ses mains, serrées sur ses genoux, la trahissaient. Julien hésita un moment avant de couvrir ses mains des siennes. Ce geste, étonnamment doux, prit Émilie au dépourvu. « Je sais que ce n'est pas le mariage dont vous avez rêvé, » dit-il, sa voix basse et intense, « mais je promets de faire mon possible pour que vous ne regrettiez pas votre décision. » Émilie regarda leurs mains entrelacées, remarquant comment les doigts longs et élégants de Julien enveloppaient complètement les siens. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, la question qui la tourmentait depuis le premier jour. « De toutes les femmes qui auraient pu occuper ce rôle, pourquoi avez-vous choisi une bibliothécaire sans connexion sociale ?» Julien resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix avait un ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Parce que lorsque je vous ai vu pour la première fois à la bibliothèque, organisant ces livres anciens avec tant de soin, il y avait quelque chose en vous qui semblait réel, dans un monde. À d'apparences et de mensonges, vous étiez authentique. » Le reste du voyage jusqu'à l'aéroport se déroula en silence, mais les mains de Julien ne lâchèrent pas les siennes,
Et pour la première fois depuis que tout cet accord avait commencé, Émilie se permit de penser que peut-être, juste peut-être, il y avait plus dans ce mariage qu'un simple contrat. La Côte d'Azur les accueillit avec un spectacle de couleurs au crépuscule, la Méditerranée reflétant des tons d'or et de rose, tandis que le jet privé des Mercier se posait en douceur à l'aéroport de Nice. La villa que Julien avait choisie pour la lune de miel était un petit palais historique, surplombant la mer, avec des jardins en terrasse qui descendaient jusqu'à une plage privée. Émilie observait la propriété à travers la vitre de la voiture, tandis qu'il montait la route sinueuse, son cœur battant à un rythme irrégulier qui n'avait rien à voir avec l'altitude. À ses côtés, Julien gardait les yeux fixés sur sa tablette, répondant aux emails avec la même efficacité que toujours, comme si ce n'était pas le premier jour de sa lune de miel. « Nous sommes arrivés, monsieur et madame Mercier », annonça le chauffeur, s'arrêtant devant un portail en fer forgé orné des armoiries de la famille. La villa était encore plus impressionnante de près, avec son architecture belle époque et ses plantes grimpantes fleuries qui montaient le long des murs de pierre claire. Une gouvernante âgée, madame Laurent, les attendait à l'entrée avec une expression qui mêlait révérence et curiosité. « Bienvenue à la Villa des Rêves », les salua-t-elle en français fluide. « J'espère que vous trouverez tout à votre goût. » Tandis qu'ils étaient conduits à travers des salons décorés d'antiquités et d'œuvres d'art, Émilie ne put s'empêcher de remarquer comment chaque détail semblait avoir été choisi pour impressionner. C'était un décor parfait pour une lune de miel parfaite, à l'exception du fait que rien ici n'était réel. « Vos appartements, madame », indiqua madame Laurent, désignant une suite majestueuse avec vue sur la mer. « Et les vôtres, monsieur, sont accessibles par cette porte communicante. » Émilie sentit son visage s'échauffer. Des chambres séparées. Bien sûr, c'était une partie de l'accord non mentionné mais implicite. Ce mariage était une façade, après tout. « Ce ne sera pas nécessaire. » La voix de Julien résonna fermement, surprenant tant Émilie que la gouvernante. « Madame Mercier et moi partagerons la suite principale. » Après que madame Laurent se fut retirée, un silence pesant s'installa entre eux. Julien s'approcha de la fenêtre, son dos rigide sous le costume italien fait sur mesure. « Les domestiques parlent », dit-il finalement, sans se retourner. « Et les commérages ont l'habitude d'arriver aux oreilles qui ne devraient pas entendre. Nous devons maintenir les apparences à tout moment. »« Bien sûr, » répondit Émilie, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Les apparences. Le dîner fut servi sur la terrasse, sous un ciel qui semblait avoir été peint spécialement pour eux. Des bougies vacillaient doucement dans la brise marine, et le son des vagues offrait une bande sonore naturelle pour le repas élaboré. « J'ai reçu des nouvelles de l'hôpital », commenta Julien, tandis qu'il savourait un dessert au chocolat noir et à la lavande. « Marie est déjà à Zurich. L'équipe médicale est optimiste. » Émilie leva les yeux de son assiette, surprise par la gentillesse contenue dans ce geste de la tenir informée. « Merci, pour tout cela, pour son traitement, pour... »« Ne me remerciez pas, » l'interrompit-il, sa voix soudainement âpre. C'est dans le contrat. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui contredisait la dureté de ses paroles. Pendant un moment, il sembla qu'il voulait en dire plus, mais alors son téléphone vibra avec un message, brisant l'instant. « Le conseil, » murmura-t-il, vérifiant l'écran. « Nous devons organiser un dîner dès notre retour. Votre première apparition officielle en tant que Madame Mercier. » Émilie acquiesça, observant comment il revenait rapidement au rôle d'homme d'affaires implacable. C'était fascinant et un peu effrayant de voir comment il pouvait alterner entre des moments de quasi-tendresse et de complet détachement. La nuit avança, et avec elle vint le moment que tous deux avaient silencieusement redouté. La suite. Principale, avec son lit king-size couvert de draps en soie égyptienne, semblait simultanément trop grande et trop petite. « Je dormirai sur le canapé », annonça Julien, desserrant déjà sa cravate. « Ne soyez pas ridicule. » Émilie fut surprise par sa propre audace. « Le lit est énorme, nous pouvons le partager comme deux adultes civilisés. » Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Julien, et pendant un moment elle pensa qu'il allait protester. Mais il acquiesça simplement avec rigidité, avant de disparaître dans la salle de bain de la suite avec sa trousse de toilette. Quand il émergea quelques minutes plus, tard, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama en soie noire, Émilie dut faire un effort pour ne pas le dévisager.
Son torse nu révélait une silhouette bien plus athlétique que ses costumes bien coupés ne le suggéraient. Elle-même avait déjà troqué sa robe de voyage pour une chemise de nuit en soie ivoire, choisie par Isabelle, bien sûr, comme partie du trousseau approprié pour une Mercier. Le tissu fin la faisait se sentir plus exposée qu'elle ne l'aurait souhaité. Ils se couchèrent chacun d'un côté de l'immense lit, un océan de draps de soie entre eux. Le bruit des vagues au dehors semblait assourdissant dans le silence de la chambre. « Bonne nuit, monsieur Mercier », murmura Émilie se tournant de son côté. Il y eut une pause avant qu'il ne réponde, sa voix plus rauque que d'habitude. « Bonne nuit, Émilie ». C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, et quelque chose dans la façon dont il le prononça fit sauter son cœur d'un battement. Allongée dans l'obscurité, Émilie pouvait sentir la chaleur qui émanait du corps de Julien à seulement quelques centimètres de distance. C'était une torture subtile, cette proximité sans contact. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Julien était également éveillé, ses yeux fixés au plafond, luttant contre le désir insensé de traverser cet océan de soie et de prendre sa femme de façade, dans ses bras. Dehors, les vagues de la Méditerranée continuaient leur danse éternelle contre les rochers, indifférentes au drame qui se déroulait à l'intérieur de la villa des rêves. Et ainsi se termina le premier jour d'une lune de miel qui promettait d'être très différente de ce que l'un ou l'autre avait imaginé. Les jours sur la Côte d'Azur établirent une routine étrangement domestique. Julien se réveillait avant l'aube pour ses courses matinales sur la plage, tandis qu'Émilie préférait passer les matinées dans le jardin de la villa, lisant ou simplement observant la mer. Ils partagèrent les repas dans un silence qui oscillait entre le confortable et le tendu, et parfois quand leurs regards se croisaient au-dessus de la table du petit déjeuner, quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air entre eux. Ce fut pendant l'un de ces petits déjeuners que le premier appel téléphonique arriva. Isabelle, sa voix tranchante même à travers l'appareil, avait des nouvelles troublantes. « Les journaux, Julien », siffla-t-elle sans préambule. « Ils spéculent sur la rapidité du mariage. Certains suggèrent même que ta jeune épouse pourrait être. Enfin, tu sais. » Émilie, qui pouvait entendre la conversation grâce au haut-parleur, sentit son visage brûler. L'insinuation d'une grossesse était absurde, considérant qu'elle et Julien se touchaient à peine. Mais l'ironie de la situation n'échappa à aucun des deux. « Occupe-toi de ça », répondit sèchement Julien avant de raccrocher. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie à travers la table. « Nous devrons être plus convaincants en public quand nous reviendrons. »« Plus convaincants comment ?» demanda Émilie, sa tasse de thé tremblant légèrement dans ses mains. Julien se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, les mains dans les poches. Des démonstrations publiques d'affection, des apparitions lors d'événements, le genre de choses que font les couples amoureux. Et en coulisses, la question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Il se tourna pour lui faire face, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. En coulisses, nous maintiendrons l'accord tel qu'il est, à moins que... À moins que... Émilie sentit son cœur s'accélérer. Mais avant que Julien ne puisse compléter sa pensée, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un appel vidéo de Marie, directement depuis la clinique en Suisse. Émilie. Le visage de sa sœur cadette apparut à l'écran, plus coloré qu'Émilie ne se souvenait de l'avoir vu depuis des mois. « Les médecins ici sont incroyables, et tu ne vas pas le croire, mais, docteur, Lefebvre est venu me rendre visite hier. » Émilie sentit Julien se raidir à ses côtés. « Thomas est à Zurich ? » ?»« Oui, il est venu vérifier personnellement comment je réponds au nouveau traitement, » expliqua Marie, ses yeux brillants d'une manière qu'Émilie connaissait trop bien. « Il a été si attentionné. »« Comme c'est pratique, » murmura Julien, sa voix chargée d'une ironie qui fit frissonner Émilie. Après l'appel, un silence pesant s'installa entre eux. Julien reporta son attention sur quelques documents dans son ordinateur portable, mais Émilie pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts tapaient avec plus de force que nécessaire sur les touches. « Il est juste son médecin », dit finalement Émilie, se surprenant elle-même par le besoin d'expliquer. « Vraiment ?» Julien ferma l'ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. Et c'était juste en tant que médecin qu'il t'observait. Pendant toute la réception de notre mariage, la soudaine démonstration de jalousie prit Émilie au dépourvu. Pourquoi cela te dérange-t-il autant? Ce n'est pas comme si ce mariage était réel. Les mots flottèrent entre eux comme un nuage d'orage.
Julien se leva brusquement, sa chaise rayant le sol en marbre. Non, ce n'est pas réel. C'est juste un contrat, n'est-ce pas? Et tu remplis admirablement ta part du marché, je dois dire. Surtout la clause sur le maintien des apparences. Julien. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, avec tant d'émotions brutes dans sa voix. Je vais travailler dans le bureau, coupa-t-il, son masque d'indifférence revenant en place. Nous avons un dîner ce soir au La Chèvre d'Or, mais quelque chose d'approprié. Seule dans la salle à manger, Émilie sentit les premières gouttes d'une tempête émotionnelle qui se formait depuis le début de cet arrangement. Comment maintenir un mariage d'apparence quand des sentiments bien réels commençaient à s'infiltrer à travers les fissures du contrat? Le soir, le La Chèvre d'Or, l'un des restaurants les plus exclusifs de la région, était particulièrement romantique. Des bougies scintillaient sur les tables et la vue sur la Méditerranée sous le clair de lune était à couper le souffle. Émilie avait choisi une robe bleu nuit qui laissait ses épaules dénudées, et quand Julien la vit, quelque chose passa dans ses yeux avant qu'il ne puisse se contrôler. Le sommelier venait de servir le vin quand le téléphone d'Émilie vibra, avec un message. C'était une photo de Marie, souriant aux côtés du docteur Lefebvre dans un café à Zurich. « Regarde qui prend bien soin de moi. » Julien, qui avait une vue claire de l'écran du téléphone, devint soudainement très silencieux. Quand il parla, sa voix avait un ton dangereux qu'Émilie n'avait jamais entendu auparavant. Intéressant comme certains médecins ont du temps pour des cafés décontractés avec leurs patientes. Ou serait-ce avec les sœurs des patientes? Ne sois pas injuste, protesta Émilie rangeant son téléphone. Thomas a été un soutien incroyable pour Marie pendant tout ce processus. Thomas? Julien haussa un sourcil. Je ne savais pas que vous étiez en termes si intimes. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, une musique douce commença à jouer et plusieurs couples se dirigèrent vers la petite piste de danse. Julien se leva brusquement, lui tendant la main. « Danse avec moi, dit-il. Mais ce n'était pas une demande. Après tout, nous devons être convaincants, n'est-ce pas? » Sur la piste de danse, il l'attira beaucoup plus près que nécessaire. Une de ses mains ferme sur sa taille, tandis que l'autre tenait la sienne contre sa poitrine. Émilie pouvait sentir les battements accélérés de son cœur sous ses doigts. « Julien, » murmura-t-elle, essayant d'ignorer comment son propre corps répondait à cette proximité. « Que se passe-t-il entre nous ?» Pendant un moment, il se contenta de la regarder, ses yeux bleus intenses comme la mer au dehors. Puis, sans avertissement, il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser d'apparence, ce n'était pas un baiser pour les caméras ou pour maintenir les façades. C'était un baiser de possession, de désir contenu, de sentiments qu'aucun contrat ne pouvait prévoir ou contrôler. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Julien murmura contre ses lèvres « Ce qui se passe, Émilie, c'est que j'ai commis une terrible erreur en pensant que je pourrais transformer cela en une simple affaire. » Mais avant qu'elle ne puisse comprendre ce que ces mots signifiaient, un serveur s'approcha avec un téléphone. « Madame Mercier, c'est urgent de la clinique en Suisse. » Le monde d'Émilie sembla se figer au moment où elle prit le téléphone. La voix de l'autre côté était celle d'une infirmière de la clinique, parlant rapidement en français d'une complication inattendue dans le traitement de Marie. Les mots « réaction adverse » et « intervention d'urgence » résonnaient dans ses oreilles comme un cauchemar. Julien, percevant la pâleur sur son visage, prit immédiatement le contrôle de la situation. En quelques minutes, il était au téléphone avec son pilote particulier, organisant un vol nocturne pour Zurich. Son efficacité dans les moments de crise était impressionnante, mais il y avait quelque chose de plus dans ses actions, une préoccupation sincère qui allait au-delà des obligations contractuelles. « Le jet sera prêt dans 1 heure », informa-t-il, guidant Émilie hors du restaurant avec une main protectrice dans son dos. « Madame Laurent s'occupe déjà de nos bagages ?» À la villa. Durant le vol, Émilie resta silencieuse, ses mains tordant nerveusement le délicat mouchoir de soie que Julien lui avait offert. Il s'assit à ses côtés, couvrant occasionnellement ses mains des siennes quand le tremblement devenait trop intense. « Elle ira bien », murmura-t-il à un moment, sa voix plus douce qu'Émilie ne l'avait jamais entendue. La clinique a les meilleurs spécialistes d'Europe. « Et si ce n'est pas suffisant ?» chuchota Émilie, se permettant pour la première fois d'exprimer sa plus grande peur. « Et si j'ai fait tout cela, ce mariage, cet accord, et que je la perds quand même ?» Julien resta silencieux un moment, puis
fit quelque chose de complètement inattendu. Il l'attira dans ses bras, lui permettant d'enfouir son visage contre sa poitrine. « Ne pense pas comme ça. Marie est forte comme toi et elle a toutes les raisons de se battre. » Quand ils arrivèrent à la clinique, aux premières heures du matin, ils trouvèrent le docteur Lefebvre qui les attendait à l'entrée. Ses traits normalement sereins étaient marqués par l'inquiétude et la fatigue d'une nuit sans sommeil. « Elle est stabilisée maintenant », informa-t-il, les conduisant à travers les couloirs immaculés. « La réaction indésirable a été intense, mais nous avons réussi à l'inverser à temps. Cependant, demanda Julien, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Thomas hésita, ses yeux allant d'Émilie à Julien. « Le traitement original doit être modifié. Il existe un protocole expérimental qui pourrait être plus efficace, mais il fit une pause significative. C'est considérablement plus cher. L'argent n'est pas un problème, déclara catégoriquement Julien. Faites ce qui est nécessaire. Thomas acquiesça, mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand il regarda Émilie. Un mélange de préoccupation et autre chose, quelque chose qui n'échappa pas au regard attentif de Julien. « Puis-je voir ma sœur » demanda Émilie, sa voix faible. « Bien sûr, » répondit doucement Thomas. « Elle demande après vous depuis qu'elle s'est réveillée. » Julien observa tandis que Thomas guidait Émilie vers la chambre de Marie, sa mâchoire tendue par une émotion qu'il refusait de nommer. Quand ils disparurent dans le couloir, il sortit son téléphone et passa un appel. « Jacques, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi. À propos du docteur Thomas Lefebvre. Tout, formation, historique professionnel, vie personnelle. En particulier, toute connexion antérieure avec la famille Dupont. » Dans la chambre d'hôpital, Marie était pâle contre les draps blancs, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant sa sœur. « Émilie, tu es venue. Pardonne-moi d'interrompre ta lune de miel. »« Chut !» Émilie embrassa le front de sa sœur, tenant sa main fragile entre les siennes. « Ne sois pas bête. Tu es plus importante que n'importe quelle lune de miel. »« Ton !» Marie n'a pas dû trop apprécier, commenta Marie, lançant un regard entendu à sa sœur, bien qu'il ait été incroyablement efficace pour te faire venir ici si rapidement. Julien a été... Émilie hésita, cherchant les mots justes, différent de ce que j'attendais. « Différent comment » demanda Marie, sa curiosité surpassant momentanément sa fatigue. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, un léger coup à la porte annonça l'arrivée de Thomas avec un dossier d'examen. « Désolé d'interrompre, mais je dois vérifier quelques paramètres. » Pendant que le médecin examinait Marie, Émilie ne put s'empêcher de remarquer la douceur de ses gestes, la façon dont il parvenait à lui arracher des sourires, même dans un moment si difficile. C'était un contraste frappant avec l'efficacité froide de Julien, bien que, dernièrement, cette froideur semblait plus une façade que jamais. « Je vais vous laisser discuter, » dit Émilie, comprenant que sa sœur devait être examinée. Dans le couloir, elle faillit percuter Julien, qui apparemment était resté là tout ce temps. « Je... » commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge quand elle vit l'expression sur son visage. « Nous devons parler, » dit Julien, sa voix contrôlée, mais avec une tension sous-jacente. « À propos du docteur Lefebvre, qu'y a-t-il avec lui? Saviez-vous qu'il a été fiancé à votre cousine Charlotte il y a 5 ans ?» Émilie eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Comment avez-vous découvert cela? Alors vous saviez. Ce n'était pas une question. Et j'imagine que vous savez aussi pourquoi les fiançailles ont été rompues. Julien, ce n'est pas ce que vous pensez. Non? Il fit un pas vers elle, sa présence soudainement dominante dans l'étroit couloir. Alors expliquez-moi pourquoi un homme qui a déjà été romantiquement impliqué avec votre famille est si dévoué au cas de votre sœur. Expliquez-moi pourquoi il a tenu à venir personnellement à Zurich pour superviser le traitement. Je ne savais pas qu'il viendrait, protesta Émilie, mais sa voix sonnait faible même à ses propres oreilles. Mais vous saviez pour les fiançailles. Vous saviez pour son passé avec votre famille. Et vous n'avez pas jugé pertinent de mentionner cela quand il est devenu le médecin de Marie. Les fiançailles avec Charlotte ont pris fin il y a des années. Elle a déménagé au Canada. Elle est mariée, elle a des enfants. Il ne s'agit pas de Charlotte, coupa Julien, sa voix dangereusement basse. Il s'agit de confiance, Émilie, de secret. Vous avez exigé une totale honnêteté de ma part concernant le contrat, mais vous avez gardé votre propre collection de secrets. À ce moment, la porte de la chambre de Marie s'ouvrit
et Thomas sortit, s'arrêtant brusquement en percevant la tension dans l'air. « Tout va bien ici ?» Le regard que Julien lança au médecin aurait pu geler la Méditerranée. « Parfaitement, docteur. Juste une conversation privée entre mari et femme. » L'emphase qu'il mit sur le mot « mari » ne passa inaperçue pour personne. Thomas regarda Émilie, une question silencieuse dans ses yeux, mais elle détourna le regard. « Les nouveaux examens seront prêts dans quelques heures, » dit Thomas professionnellement, bien qu'il y ait une tension évidente dans sa voix. « Je suggère que tout le monde se repose un peu jusqu'à ce moment-là. » Quand il s'éloigna, Julien se tourna vers Émilie, ses yeux bleus presque noirs d'émotion contenue. « Je vais réserver une chambre dans l'hôtel à proximité, nous devons dormir quelques heures. »« Je préfère rester avec Marie, » commença Ea. Émilie, mais il l'interrompit. « Vous avez besoin de repos, et nous, » il fit une pause significative, « avons beaucoup à nous dire. » Le trajet jusqu'à l'hôtel se fit dans un silence sépulcral. Émilie pouvait sentir la colère émaner de Julien en vagues, presque palpable, mais il y avait aussi autre chose, une blessure profonde qu'elle ne s'attendait pas à voir chez un homme qui prétendait que tout n'était qu'un contrat. Dans Cesse, la chambre d'hôtel, tandis qu'elle organisait mécaniquement la petite valise que Madame Laurent avait préparée à la hâte, Julien restait près de la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait sous la neige légère qui commençait à tomber. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il finalement, sa voix étonnamment douce. « Parce que je ne pensais pas que cela importait, » répondit honnêtement Émilie. « Les fiançailles de Thomas avec Charlotte remontent à si longtemps, et c'est un excellent médecin, l'un des rares spécialistes du cas de Marie. Et le fait qu'il ait clairement des sentiments pour vous, cela n'importe pas non plus. » L'accusation la prit au dépourvu. « De quoi parlez-vous » Julien se tourna pour lui faire face, et il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui lui coupa le souffle. « N'insultez pas mon intelligence, Émilie. Je vois comment il vous regarde, comment il a toujours regardé depuis le premier jour. Et maintenant, je commence à me demander si votre empressement à accepter ma proposition n'avait pas plus à voir avec le fait d'avoir quelqu'un pour payer le traitement de Marie qu'avec toute autre chose. »« Ce n'est pas juste, » s'exclama Émilie, sentant des larmes de colère et de frustration brûler ses yeux. « Vous m'avez offert un contrat, vous vous souvenez? Un accord commercial. C'est vous qui avez établi les règles, qui avez clairement indiqué que les sentiments ne faisaient pas partie du marché. Et si je le regrettais? » Les mots sortirent comme un coup de feu, surprenant les deux. « Et si je me rendais compte que j'ai commis une erreur en essayant de transformer quelque chose qui devrait être sacré en une transaction commerciale? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Dehors, la neige continuait à tomber, couvrant Zurich d'un manteau blanc qui semblait vouloir cacher tous les secrets et toutes les blessures sous sa surface immaculée. La confession de Julien flottait dans l'air, comme la neige dehors, délicate, mais avec le pouvoir de changer tout le paysage. Émilie sentit son cœur manquer plusieurs battements, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Des regrets? De l'homme qui avait transformé l'amour en contrat? Qu'essayez-vous? Exactement de dire « Julien » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste rare de vulnérabilité qui le faisait paraître presque humain. « Je dis que lorsque j'ai créé ce contrat, je pensais pouvoir tout contrôler, y compris mes propres sentiments. Mais vous, » il fit une pause cherchant les mots justes, « vous avez l'irritante habitude de bouleverser toutes mes certitudes. » Le téléphone d'Émilie sonna à ce moment, coupant la tension dans l'air. C'était Thomas. Son cœur s'emballa en voyant son nom sur l'écran, surtout avec Julien observant chacun de ses mouvements. « Les résultats sont arrivés. » La voix de Thomas semblait urgente. « Nous devons parler. Tous. » Sur le chemin de retour à la clinique, la neige s'était transformée en tempête, comme si le climat lui-même reflétait la turbulence dans leur cœur. Julien conduisait en silence, ses doigts serrant le volant avec une force inutile. Dans le bureau de Thomas, Marie les attendait déjà, paraissant encore plus fragile sous les lumières fluorescentes. Le médecin se tenait debout près d'un panneau d'examen, son expression grave. « Le nouveau protocole, commença-t-il sans préambule, est plus complexe que nous l'imaginions. Il y a des risques considérables, mais c'est aussi notre meilleure chance. » « Quel risque ?» demanda Émilie, sa voix dépassant à peine un murmure. Thomas lança un regard hésitant à Julien avant de continuer. «
Le traitement exigera que Marie reste en Suisse pendant au moins 1 an, et, il fit une pause significative, quelqu'un de la famille devra être constamment avec elle. Le soutien émotionnel est crucial pour le succès du traitement. Le silence qui suivit était assourdissant. Émilie sentit le poids du regard de Julien sur elle, comprenant immédiatement l'implication. Elle devrait choisir entre son rôle de Madame Mercier et sa responsabilité de sœur de Marie. « Je resterai », dit soudainement Marie, sa voix faible mais décidée. « Seule, je ne peux pas te demander d'abandonner ta vie, Émilie, ton mariage. Ne sois pas ridicule, coupa Émilie, des larmes brillant dans ses yeux. Tu es ma sœur, Elle ne restera pas seule, interrompit Julien, sa voix étonnamment ferme. Tous les regards se tournèrent vers lui. Je fournirai une équipe d'infirmières particulières et, il fit une pause, regardant directement Émilie. Je réorganiserai mes engagements pour que nous puissions passer plus de temps. Ah, si. Nous? Demanda Émilie, osant à peine croire ce qu'elle entendait. Oui, nous. Julien s'approcha d'elle, prenant sa main dans la sienne devant tout le monde. Vous êtes ma femme, Émilie. Contrat ou pas, vos préoccupations sont les miennes. Thomas. Observez la scène avec une expression indéchiffrable. Le traitement doit commencer au plus vite, et il y a un autre détail. Il hésita à nouveau. Je devrais m'installer à Zurich également pour superviser personnellement le cas. Julien se raidit visiblement aux côtés d'Émilie, mais maintint sa voix contrôlée. Faites ce qui est nécessaire, docteur, tant que c'est pour le bien de Marie. Plus tard, quand ils retournèrent à l'hôtel, la tempête dehors s'était intensifiée. Mais quelque chose dans l'atmosphère entre eux avait changé. Julien se tenait à nouveau près de la fenêtre, mais cette fois, quand il se tourna vers Émilie, ses yeux avaient une détermination différente. « Nous devons renégocier notre contrat, » dit-il doucement. « Renégocier ? » Oui. Il s'approcha, s'arrêtant à seulement quelques pas d'elle. Le contrat original n'a pas prévu des complications. « Quel genre de complications ?» demanda Émilie, son cœur martelant contre ses côtes. « Le genre qui arrive quand vous réalisez que votre épouse de convenance est devenue... » Il tendit la main, touchant doucement son visage, indispensable. Son toucher était comme de l'électricité sur sa peau. « Julien, laissez-moi finir. » Sa voix était rauque maintenant. « J'ai construit toute ma vie sur des contrats, Émilie. Des chiffres, des clauses, des garanties. J'ai pensé que je pourrais faire de même avec vous. Mais chaque fois que vous souriez, chaque fois que vous touchez un livre avec ce soin absurde que vous seul avez, chaque fois que vous me regardez comme si vous pouviez voir au-delà de ma façade... » Il respira profondément. « Vous faites paraître tous mes contrats comme du papier blanc. Et cela vous fait peur, murmura-t-elle. Ça me terrorise, admit-il avec un sourire tordu. Surtout maintenant que nous avons Thomas vivant dans la même ville, clairement amoureux de vous, et je n'ai aucune clause contractuelle qui me protège contre cela. » Émilie sentit une vague de tendresse l'envahir. Cet homme puissant, ce titan. Des affaires étaient là devant elle, exposant ses insécurités comme il ne l'avait jamais fait auparavant. « Thomas ne signifie rien pour moi, » dit-elle doucement. « Il est le médecin de ma sœur, rien de plus. » « Mais il pourrait signifier quelque chose, » insista Julien. « Il pourrait vous offrir une vie normale, sans contrat ni apparence. Une vraie vie. » « Et qui a dit que je voulais une vie normale ?» Elle fit un pas vers lui, éliminant la distance entre eux. « Et si je m'étais éprise de l'homme qui essaie de contrôler le monde avec des contrats, mais qui ne peut pas contrôler son propre cœur ?» Pendant un moment, Julien la regarda simplement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Puis, d'un mouvement soudain, il l'attira à lui, ses lèvres trouvant les siennes avec une urgence qu'aucun contrat n'aurait pu prévoir ou contenir. Le baiser était différent de tous ceux qu'ils avaient à partager. Il n'y avait pas de public, pas d'apparence à maintenir. C'était réel, cru, désespéré. C'était le genre de baiser qui réécrivait les contrats et redéfinissait les destins. Quand ils se séparèrent enfin, haletant, Julien appuya son front contre le sien. Ça, ce n'était définitivement pas dans le contrat original. Peut-être, sourit Émilie, est-il temps d'en écrire un nouveau. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un coup urgent à la porte les interrompit. C'était l'un des gardes, du corps de Julien avec une expression grave.
Monsieur Mercier, nous venons de recevoir une information préoccupante. Il semble que quelqu'un ait divulgué des détails de votre contrat de mariage à la presse. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Le visage de Julien se transforma instantanément, la vulnérabilité de quelques instants plus tôt cédant la place au masque. De l'homme d'affaires implacable qu'Émilie avait connu au début. Qui? La question sortit comme un grondement bas. Nous ne savons pas encore, monsieur, répondit le garde, lui tendant une tablette avec des titres préliminaires. Mais le Figaro prévoit de publier l'article complet demain. Ils ont des copies? Du contrat. Émilie sentit son sang se glacer dans ses veines. Le contrat. Le document qui prouvait que son mariage n'était qu'une transaction commerciale. Qu'elle s'était essentiellement vendue pour sauver sa sœur. Annulez la publication, ordonna Julien prenant déjà son téléphone. Achetez le journal entier si nécessaire. Ce n'est pas seulement le Figaro, monsieur, hésita le garde. Plusieurs autres médias ont déjà accès aux documents. Et il y a des rumeurs sur l'état médical de mademoiselle Marie. Émilie chancela, sentant comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il ne suffisait pas d'exposer son mariage de façade. Maintenant sa sœur, si vulnérable, serait traînée au milieu du scandale. « Laissez-nous », Julien congédia le garde d'un geste brusque. Dès qu'ils furent seuls, il se tourna vers Émilie, ses yeux bleus orageux. « Il n'y a que 5 personnes qui avaient accès à ce contrat. Moi, vous, mon avocat, Isabelle et... » « Non », interrompit Émilie, devinant sa pensée. Thomas ne connaissait pas l'existence du contrat. « Vous en êtes sûr ?» La voix de Julien était dangereusement contrôlée. Parce que cela semble une coïncidence très pratique que cela soit divulgué justement quand il décide de s'installer à Zurich. « Il ne ferait pas ça », insista Émilie, bien qu'une petite graine de doute commençait à se planter dans son esprit. Pas aux dépens de Marie. Le téléphone de Julien sonna à nouveau. C'était Isabelle. Il mit en haut-parleur. « Tu as vu les nouvelles ?» Sa voix était frénétique. « C'est un désastre. Les actions de la banque ont déjà commencé à chuter en Asie. Le conseil est en panique. Julien, tu dois faire quelque chose. »« Je m'en occupe, » répondit-il sèchement. « Occupe-t'en vite, » siffla Isabelle. « Parce que ta petite mascarade est sur le point de détruire le travail de génération. Maman fait une crise, le conseil convoque une réunion d'urgence et... »« Ça suffit, Isabelle, » coupa Julien. « Je vais régler ça. » Après avoir raccroché, il resta silencieux pendant de longs moments, son esprit travaillant clairement dans plusieurs directions à la fois. « Je dois retourner à Paris, » dit-il finalement, immédiatement. « Et Marie » demanda Émilie, sa voix petite. « Vous restez, » répondit-il, la surprenant. « Votre sœur a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je m'occuperai de la presse et du conseil. » Julien, elle fit un pas vers lui, mais il recula subtilement. « Non. » Sa voix était tendue. « Nous ne pouvons pas... Pas maintenant. J'ai besoin de penser clairement et quand vous êtes prêt... » Il respira profondément. « Je vais m'occuper de tout. Restez juste avec votre sœur. » En quelques minutes, il était parti, laissant Émilie seule avec le poids du monde s'écroulant sur ses épaules. Elle eut à peine le temps de tout assimiler avant que son propre téléphone ne commence à sonner sans cesse. Journaliste. Connaissances, même d'anciens collègues de la bibliothèque, tous avides d'entendre sa version de l'histoire. Les jambes tremblantes, elle retourna à la clinique. Marie devait savoir avant que les nouvelles ne lui parviennent par d'autres moyens. Mais quand elle arriva à la chambre de sa sœur, elle trouva Thomas déjà là, consolant une Marie en larmes, qui tenait une tablette dans ses mains tremblantes. « Comment ? Ont-ils pu, » sanglotait Marie, « t'exposer ainsi, exposer ta vie privée ?»« Je suis désolé, » dit Thomas en voyant Émilie. « J'ai essayé de l'empêcher de voir, mais... » « Ce n'est pas grave. » Émilie respira profondément, s'asseyant à côté de sa sœur. « Marie, Tu n'as pas besoin d'expliquer, » l'interrompit Marie, tenant sa main. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce mariage soudain. Mais tu as fait ça pour moi, n'est-ce pas? Pour payer mon traitement. » Les larmes qu'Émilie retenait débordèrent, finalement. « Je le referai, » murmura-t-elle, « 1000 fois s'il le fallait. »« Mais ton cœur, » demanda doucement Marie, « parce que je vois comment tu le regardes, Émilie. Ce n'est plus seulement un contrat, n'est-ce pas ?» Émilie ne répondit pas, mais son silence fut suffisamment éloquent. Thomas, qui observait la scène avec une expression complexe, s'éclaircit doucement la gorge. « Je dois vérifier quelques examens, dit-il.
se dirigeant vers la porte. Mais avant de sortir, il hésita. « Émilie, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de la fuite. » Elle leva les yeux rencontrant son regard préoccupé. « J'ai reçu un appel intéressant ce matin, continua-t-il, de Charlotte. Le nom de sa cousine tomba comme une bombe dans la chambre silencieuse. Quel rapport Charlotte a-t-elle avec tout cela ?» demanda Émilie, sentant son cœur s'accélérer. Thomas passa la main sur son visage, semblant soudain épuisé. Elle a encore des contacts dans la famille Mercier, et elle a découvert quelque chose sur Julien, quelque chose qui explique peut-être pourquoi il a choisi de faire cet accord avec vous en premier lieu. « De quoi parlez-vous ? Le contrat ne concernait pas seulement les apparences, dit doucement Thomas. Il s'agissait de garantir un héritier pour l'Empire Mercier. Et Julien, eh bien, il ne peut pas avoir d'enfant. » Le monde sembla tourner autour d'Émilie. La stérilité de Julien. Le secret qu'il gardait si jalousement. La raison derrière sa recherche d'un mariage d'apparence. Comment Charlotte a-t-elle découvert cela ? Parvint-elle à demander. Parce que, une voix trancha l'air comme un rasoir. Ma chère sœur. Isabelle le lui a dit. Julien se tenait à la porte de la chambre, ses yeux bleus plus froids que l'hiver dehors. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien restait à la porte comme une statue de glace, son regard fixé sur Thomas, avec une intensité qui aurait pu geler l'enfer lui-même. « Alors, dit-il, sa voix dangereusement calme, non seulement ma propre sœur m'a trahi, mais elle a également pris soin de répandre mes secrets les plus intimes à des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire. » Thomas fit un pas en avant, protégeant instinctivement Émilie de son corps. « Votre sœur joue un jeu dangereux, monsieur Mercier. Elle a tout planifié depuis le début. »« Et vous, docteur ?» Julien avança dans la chambre, chaque pas mesuré et contrôlé. « Quel est exactement votre rôle dans ce petit drame ? D'abord le médecin dévoué, ensuite l'ex-fiancé repentant de la cousine. Maintenant le messager de mauvaises nouvelles. Julien, s'il vous plaît, intervint Émilie se levant. Ce n'est pas ce que vous pensez. Non ? Il rit, un son sans humour. Alors dites-moi, Émilie, que devrais-je penser exactement ? Parce qu'en ce moment, il semble que j'ai été manipulé de tous côtés. Ma propre sœur conspirant pour me détruire. Ma femme... » Il fit une pause, le mot chargé d'amertume, gardant des secrets et complotant avec son médecin préféré. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, » murmura Émilie, des larmes coulant sur son visage. « Mais vous l'avez fait, » répondit-il, sa voix s'adoucissant presque imperceptiblement. « Et le pire, c'est que je ne peux même pas vous blâmer entièrement. Après tout, c'est moi qui ai transformé notre mariage en une transaction commerciale, n'est-ce pas ?» Marie, qui jusqu'alors observait tout en silence depuis son lit, parla soudainement. « Vous avez tort. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Même dans sa fragilité, il y avait une force surprenante dans sa voix. « Tort sur quoi exactement ?» demanda Julien, arquant un sourcil. « Sur tout, » répondit Marie, s'asseyant avec effort. « Sur Émilie, sur ses motivations, sur ce que ce mariage est devenu. Vous pensez que ma sœur est ici à cause du contrat ? Qu'elle passe des nuits blanches à s'inquiéter pour vous à cause d'un bout de papier ? » Marie... Émilie tenta d'intervenir, mais sa sœur l'ignora. « Savez-vous pourquoi elle pleure quand elle pense que personne ne la voit ?» continua Marie, implacable. « Parce qu'elle est tombée amoureuse de vous, espèce d'idiot arrogant. Et elle est terrifiée parce qu'elle sait que vous avez construit tant de murs autour de vous que vous ne pourrez peut-être jamais admettre que vous l'aimez aussi. » La chambre plongea dans un silence stupéfait. Julien semblait avoir été frappé par la foudre, ses défenses habituelles momentanément abaissées par l'honnêteté brutale de Marie. Quant à Isabelle, Thomas profita du moment pour ajouter « Elle a tout planifié depuis le début. La fuite du contrat, l'exposition de votre condition médicale, tout pour forcer une crise qui lui permettrait de prendre le contrôle de la banque. » « Comment savez-vous cela ?» demanda Julien, sa voix rauque. « Parce que Charlotte m'a contacté en se sentant coupable, » expliqua Thomas. « Isabelle l'a manipulée, utilisant notre passé comme levier. Elle savait que j'étais le médecin de Marie et a calculé que cela créerait exactement le type de drame que nous vivons maintenant. » Julien ferma les yeux un moment, comme s'il essayait de traiter toutes les informations. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination différente dans son regard. « Je dois passer un appel, dit-il, prenant son téléphone.
Mais avant de quitter la chambre, il s'arrêta à côté d'Émilie. « N'allez nulle part, nous n'avons pas terminé notre conversation. » Dès qu'il sortit, Émilie s'effondra sur une chaise tremblante. Thomas s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé, dit-il doucement, je ne voulais pas causer plus de problèmes. »« Ce n'était pas vous, répondit-elle, essuyant ses larmes. C'était Isabelle, depuis le début. » De l'extérieur de la chambre, il pouvait entendre la voix de Julien, basse et contrôlée, donnant des ordres par téléphone. Des mots comme « réunion extraordinaire »,« documents compromettants » et « manipulation d'informations » flottaient à travers la porte. « Que pensez-vous »« Qu'il va se passer maintenant » demanda Marie, sa voix fatiguée. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Julien était là, son visage un masque de détermination. « C'est fait », annonça-t-il. « Isabelle est hors du conseil. J'ai suffisamment de preuves de sa conspiration pour garantir qu'elle ne s'approchera plus jamais des affaires de la famille. » Il se tourna vers Émilie, et pour la première fois depuis que toute la crise avait commencé, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. « Quant à nous, continua-t-il, sa voix plus douce, je pense qu'il est temps de déchirer ce contrat et de recommencer à zéro, c'est-à-dire, il hésita, soudainement vulnérable, si vous le voulez encore. Émilie sentit son cœur faire un bond. À zéro ? Sans contrat, confirma-t-il, faisant un pas vers elle. Sans clause, juste nous. C'est à ce moment qu'un son aigu et persistant coupa l'air. Le moniteur cardiaque de Marie commença à biper frénétiquement. « Elle entre en choc anaphylactique !» cria Thomas, courant vers le lit. « Nous avons besoin d'une équipe d'urgence. » Ici maintenant. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de mouvements frénétiques, de voix urgentes et du son constant des équipements médicaux. Émilie observait à travers la vitre de l'unité de soins intensifs, tandis que l'équipe médicale luttait pour stabiliser Marie, ses mains serrant le chapelet que sa mère lui avait donné avant de mourir. Julien ne quitta pas son côté un seul instant. Sa présence était comme une ancre, silencieuse mais inébranlable. De temps en temps, sa main trouvait la sienne, offrant une pression douce qui en disait plus que 1000 mots. Thomas faisait la navette entre l'USI et le couloir, son visage de plus en plus tendu à chaque heure qui passait. Vers minuit, il sortit finalement pour leur parler, ses traits épuisés sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. « Nous avons réussi à la stabiliser », annonça-t-il, passant la main dans ses cheveux ébouriffés. « Mais cela prouve ce que je craignais. Le traitement actuel ne fonctionne pas. En fait, il provoque des réactions de plus en plus sévères. »« Et maintenant ?» demanda Émilie, sa voix rauque d'avoir tant pleuré. Thomas hésita, regardant brièvement Julien avant de continuer. « Il existe une alternative, un traitement expérimental en cours de développement à Boston. Mais, encouragea Julien, sa voix contrôlée. C'est extrêmement risqué et encore plus coûteux que l'actuel. » Thomas expliqua, montrant quelques documents sur sa tablette. « De plus, nous devrions la transférer immédiatement. Chaque minute compte. »« Faites-le, » ordonna Julien sans hésitation. « Je m'occuperai de tout. » « Ce n'est pas si simple, » avertit Thomas. « L'hôpital de Boston n'accepte qu'un nombre limité de patients. Nous avons besoin de connexions, d'influence. Laissez-moi m'en occuper. » Julien avait déjà son téléphone à la main. « J'ai des contacts aux États-Unis qui peuvent t'aider. » Tandis qu'il s'éloignait pour passer les appels, Thomas se tourna vers Émilie. « Il y a encore une chose, » dit-il doucement. « Le traitement exige la présence constante d'un parent compatible. Nous devrons faire des tests, mais... »« Je le ferai, » répondit immédiatement Émilie. « Tout ce qui sera nécessaire. » Julien, qui était revenu à temps pour entendre la dernière, parti de la conversation, posa une main protectrice sur son dos. « Nous le ferons, » corrigea-t-il, « ensemble. » Les 24 heures suivantes furent une course contre la montre. Julien mobilisa des ressources qu'Émilie n'imaginait même pas exister. Son jet privé fut préparé pour fonctionner comme une USI aérienne. Des spécialistes furent contactés, des documents furent fournis avec une rapidité impressionnante. Milieu du chaos des préparatifs, Émilie reçut un message inattendu. C'était de Charlotte, sa cousine. « Pardonne-moi, » disait le message. « Isabelle m'a manipulé, utilisant mon passé avec Thomas comme arme. Mais j'ai obtenu quelque chose qui peut l'arrêter définitivement. » Jointe au message
se trouvait un fichier audio, une conversation enregistrée où Isabelle détaillait tout son plan à une interlocutrice inconnue. Elle parlait de comment elle avait planifié la fuite du contrat, comment elle avait l'intention d'utiliser la stérilité de Julien pour le forcer à renoncer à la présidence de la banque, comment elle avait manipulé les informations pour créer une crise de confiance. « C'est de la dynamite pure », murmura Julien en écoutant l'enregistrement. « Avec ça, je peux non seulement l'éloigner de la banque, mais garantir qu'elle ne s'approchera plus jamais d'aucune affaire de la famille. »« Qu'allez-vous faire ?» demanda Émilie, observant comment ses yeux brillaient d'une détermination féroce. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il, tapant rapidement sur son téléphone. « Nettoyer la maison. » Tandis que Julien s'occupait des ramifications du scandale Isabelle, les préparatifs pour le transfert de Marie continuaient à toute vitesse. Les tests de compatibilité apportèrent des nouvelles surprenantes. Tant Émilie que Julien étaient compatibles avec Marie pour le nouveau traitement. « C'est rare », commenta Thomas, analysant les résultats avec étonnement. « Surtout dans le cas de M. Mercier, considérant qu'il n'y a pas de parenté sanguine. »« Peut-être est-ce le destin qui nous dit quelque chose », murmura faiblement Marie depuis son lit, où elle était préparée pour le transport. Julien, qui vérifiait les derniers détails du transfert, s'arrêta et s'approcha du lit de Marie. Pour la première fois depuis qu'Émilie l'avait rencontrée, il y avait une vulnérabilité authentique dans son expression. « Vous me rappelez beaucoup ma sœur cadette, » dit-il doucement. « Sophie. Elle nous a quittés il y a 15 ans, victime de la même maladie que vous combattez. » Émilie sentit son cœur se serrer. C'était la première fois que Julien mentionnait Sophie, et soudainement beaucoup de choses commençaient à avoir un sens. Son obsession du contrôle, sa peur de s'impliquer émotionnellement, sa détermination à aider Marie depuis le début. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?» demanda-t-elle doucement, touchant son bras. « Parce que parler d'elle. » Il hésita, sa voix étranglée. « Signifie admettre qu'il existe des choses que ni tout l'argent ni tout le pouvoir du monde ne peuvent contrôler. Et j'ai passé tant de temps à essayer de tout contrôler. »« Mais maintenant ?» demanda Marie, ses yeux brillant d'une sagesse au-delà de son âge. « Maintenant ?» Julien respira profondément, regardant Émilie avec une intensité qui fit rater un battement à son cœur. « J'apprends que parfois, il faut lâcher prise pour vraiment vivre. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de l'équipe de transport. C'était l'heure. Le jet les attendait, Boston attendait, et avec elle l'espoir d'un nouveau traitement, d'une nouvelle chance. Tandis qu'elle observait Marie être préparée pour le transport, Émilie sentit Julien entrelacer ses doigts aux siens. Ce n'était pas un geste calculé pour les apparences. Il n'y avait pas de contrat ou d'obligation impliquée. C'était simplement un homme tenant la main de la femme qu'il aimait, affrontant ensemble ce que le destin leur réservait. « Prête ?» demanda-t-il doucement. « Pour Boston ?»« Pour tout », répondit-il, ses yeux bleus fixés sur les siens. « Pour une vie sans contrat, sans plan parfait, sans mur entre nous. Une vie réelle, avec tous ses risques et ses incertitudes. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, un son aigu coupa à nouveau l'air, mais cette fois, ce n'était pas le moniteur de Marie. C'était le téléphone de Julien, sonnant avec une urgence qui suggérait que la bataille contre Isabelle était loin d'être terminée. Le vol pour Boston fut tendu, l'équipe médicale surveillant constamment les signes vitaux de Marie, tandis que le jet privé traversait le ciel nocturne. Émilie alternait entre tenir la main de sa sœur et observer Julien qui restait au téléphone, sa voix basse et contrôlée, masquant une fureur qu'elle pouvait sentir grandir à chaque nouvel appel. Elle a convoqué une réunion extraordinaire du Conseil, annonça-t-il finalement après avoir raccroché son dernier appel. Isabelle joue sa dernière carte. « Que peut-elle faire ?» demanda Émilie, inquiète des lignes de tension autour de ses yeux. « Essayez de prouver que je ne suis pas en état mental ou émotionnel de diriger la banque, » répondit-il avec un sourire amer. « Apparemment, mon mariage frauduleux et mon obsession malsaine pour le cas médical de Marie sont des preuves de mon instabilité. » Thomas, qui vérifiait les signes vitaux de Marie, leva les yeux. « Elle ne peut pas être sérieuse. »« Oh, elle l'est !» Julien passa la main sur son visage, paraissant soudainement épuisé. « Et certains membres du Conseil sont enclins à l'écouter. Des années de manipulation silencieuse portent enfin leurs fruits. »« Que pouvons-nous faire ?» demanda Émilie,
le cœur serré en voyant l'homme qu'elle aimait affronter la trahison de sa propre sœur. « Je dois rentrer, » dit-il après un moment de silence. « Dès que nous atterrirons à Boston, je ne peux pas laisser Isabelle détruire l'héritage de notre famille. »« Mais Marie ?»« Vous restez, » l'interrompit-il gentiment. « Votre sœur a besoin de vous maintenant. Je m'occuperai d'Isabelle. » C'est à ce moment que Marie, que tous pensaient endormie, ouvrit les yeux. « Non, » dit-elle, sa voix faible mais déterminée. « Émilie doit aller avec toi. »« Marie, non !» commença Émilie, mais sa sœur l'interrompit. « Écoute, » continua Marie, chaque mot coûtant visiblement. « Un effort immense. Tu m'as sauvée, Émilie, pas seulement avec le traitement, mais en étant mon roc toutes ces années. Maintenant, c'est à ton tour de te battre pour ton propre amour. Mais tu auras le docteur Lefebvre. » Marie sourit faiblement, lançant un regard significatif au médecin. « Il est parfaitement capable de coordonner mon transfert et le début du traitement, et vous deux devez être ensemble pour affronter Isabelle. » Julien, qui avait écouté en silence, fit un pas en avant. « Votre sœur a raison, » dit-il doucement. « Isabelle utilise notre mariage comme une arme. Nous devons l'affronter ensemble. » Le reste du vol fut consacré à planifier. Tandis que Marie dormait sous les soins attentifs de Thomas, Julien et Émilie discutèrent de stratégie. L'enregistrement fourni par Charlotte serait crucial, mais ils avaient besoin de plus. « Le problème, » expliqua Julien, montrant des documents sur sa tablette, « c'est qu'Isabelle a toujours été très prudente pour couvrir ses traces. L'enregistrement est dévastateur, mais elle peut prétendre qu'il a été manipulé. » Et si... Émilie hésita, une idée commençant à se former. « Et si nous pouvions prouver qu'elle connaissait votre condition médicale bien avant le mariage, qu'elle avait tout planifié depuis le début ?» Les yeux de Julien brillèrent d'intérêt. « Comment ? Les dossiers médicaux, expliqua-t-elle, son esprit travaillant rapidement. « Vous avez dit que vous avez découvert votre stérilité il y a des années. Les examens, les consultations, tout cela doit être documenté quelque part. »« À la clinique privée de la famille, » compléta Julien, comprenant où elle voulait en venir. Isabelle avait accès à tous les dossiers en tant que membre du conseil d'administration. Et si elle a consulté ces dossiers avant de commencer son plan, il y aurait une trace numérique, conclut-il, tapant déjà sur son téléphone. « Jacques, dit-il dès que l'appel fut pris, j'ai besoin que vous vérifiez quelque chose. Dans les registres de la clinique Saint-Michel, quand le jet atterrit finalement à Boston, le plan était tracé. Thomas superviserait le transfert de Marie à l'hôpital, tandis que Julien et Émilie prendraient le premier vol de retour à Paris. « Prends soin d'elle, » murmura Émilie à Thomas, tandis qu'elle faisait ses adieux à sa sœur. « Avec ma vie, » promit-il. Et il y avait quelque chose dans ses yeux quand il regardait Marie qui fit se demander à Émilie si peut-être, seulement peut-être, le destin ne tissait pas une autre histoire d'amour là-bas. À l'aéroport de Boston, tandis qu'ils attendèrent leur vol, Julien reçut un autre appel. Son visage, déjà tendu, devint encore plus sérieux. La réunion. « Du conseil a été avancé », informa-t-il après avoir raccroché. « Isabelle ne perd pas de temps. »« Quand ?»« Demain à midi, » répondit-il, vérifiant l'heure. « Si nous prenons ce vol, nous arriverons à Paris, avec seulement quelques heures. »« D'avance. »« Temps suffisant ?» demanda Émilie, entrelaçant ses doigts aux siens. Julien regarda leurs mains unies, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres malgré la gravité de la situation. « Avec vous à mes côtés, plus que suffisant. » Mais quand ils embarquèrent, finalement dans l'avion pour Paris, un message arriva sur le téléphone d'Émilie. C'était d'Isabelle. « Chère belle-sœur, puisque nous sommes honnêtes les uns envers les autres, je pense que vous devriez savoir quelque chose sur la véritable raison pour laquelle mon frère vous a choisi. Quelque chose concernant une certaine Sophie et une ressemblance physique frappante. Après tout, n'est-il pas étrange qu'il se soit intéressé justement à quelqu'un qui est pratiquement une copie de notre défunte sœur ?» Le message d'Isabelle flottait dans l'esprit d'Émilie comme un nuage vénéneux durant tout le vol vers Paris. À ses côtés, Julien dormait d'un sommeil agité, les lignes d'inquiétude encore visibles sur son visage même dans le repos. Elle n'avait pas réussi à lui montrer le message. Comment aurait-elle pu? L'insinuation était trop troublante, trop cruelle. D'une main tremblante, elle ouvrit sa tablette et commença à rechercher des informations sur Sophie Mercier.
Les vieilles photos qu'elle trouva firent s'arrêter son cœur. La même structure. Délicate du visage, les mêmes grands yeux, même le sourire avait une qualité similaire. Comment n'avait-elle jamais remarqué auparavant? Vous n'arrivez pas à dormir? La voix ensommeillée de Julien la fit sursauter. Rapidement, elle essaya de fermer la page, mais ne fut pas assez rapide. Le visage de Julien pâlit en voyant la photo de Sophie sur l'écran. Pendant un moment, seul le bruit des moteurs de l'avion remplit le silence entre eux. Isabelle a envoyé un message. « N'est-ce pas ?» demanda-t-il finalement, sa voix rauque. Émilie acquiesça, incapable de trouver ses mots. Julien ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Elle a toujours été maître dans l'art de trouver les points faibles, dit-il amèrement. De transformer des demi-vérités en armes. Alors c'est vrai ?» Émilie parvint à demander, sa voix dépassant à peine un murmure. « Vous m'avez choisi parce que je lui ressemble ?»« Non, » répondit-il immédiatement, puis il hésita. « Oui, peut-être. C'est compliqué. »« Expliquez, » demanda-t-elle, et ce n'était pas une requête, c'était presque une supplication. Julien ajusta son siège pour lui faire complètement face, ses yeux bleus intenses même dans la faible lumière de la cabine. « Quand j'ai vu votre photo pour la première fois, dans le dossier que mes enquêteurs avaient préparé, la ressemblance m'a frappé comme un coup de poing, admit-il. C'est pour cela que je suis allé personnellement à la bibliothèque ce jour-là, au lieu d'envoyer un intermédiaire, comme je l'avais initialement prévu. » Émilie sentit son cœur se serrer, mais Julien continua. « Mais quand je vous ai rencontré, quand je vous ai vu organiser ces livres, parler de littérature avec tant d'amour, prendre soin de votre sœur avec tant de dévouement, j'ai réalisé que la ressemblance physique était la moindre des coïncidences. Que voulez-vous dire? Sophie était aussi comme ça, passionnée par les livres, dévouée à sa famille, avec un cœur plus grand que le monde. » Il sourit tristement. « Mais vous n'êtes pas elle, Émilie. Vous êtes vous-même, avec votre propre force, votre propre lumière. Et c'est pour cela, pour qui vous êtes, pas pour qui vous semblez être, que je... » Il s'arrêta brusquement, comme s'il avait peur de ses propres paroles. « Que vous, » l'encouragea-t-elle, son cœur martelant contre ses côtes. « Que je suis tombé amoureux de vous, » compléta-t-il, sa voix basse mais ferme. « Pas à cause d'un contrat, pas à cause d'une ressemblance avec Sophie, mais parce que vous avez réussi à faire quelque chose que je croyais impossible. Vous m'avez fait vouloir être plus que simplement l'homme des contrats et des chiffres. » Blessing. Larmes qu'Émilie retenait débordèrent finalement. Julien tendit la main, les essuyant doucement avec son pouce. « Isabelle veut utiliser cela contre nous devant le conseil, » continua-t-il. « Elle va essayer de brosser le portrait d'un homme. Traumatisé, vivant une fantaisie malsaine à travers un mariage arrangé. Et comment empêchons-nous cela ?» Un sourire dangereux courba les lèvres de Julien, avec la vérité, toute la vérité. Quand ils atterrirent à Paris, le ciel commençait à s'éclaircir avec les premières lueurs du matin. Jacques, les messieurs, attendait à l'aéroport avec une épaisse chemise de documents. « J'ai trouvé ce que vous cherchiez », annonça-t-il, remettant la chemise à Julien. « Les registres d'accès d'Isabelle aux dossiers médicaux, les transferts bancaires suspects. »« Tat !»« Parfait. » Julien acquiesça, feuilletant rapidement les documents. « Et l'autre affaire ?» Jacques sourit, un sourire qui avait quelque chose de prédateur. « J'ai également découvert quelque chose d'intéressant sur les finances personnelles. De votre sœur. Il semble qu'elle ait fait des investissements très particuliers ces dernières années, des investissements que le Conseil trouvera certainement troublants. » Tandis qu'il se dirigeait vers le manoir Mercier pour se préparer à la réunion du Conseil, Émilie reçut un message de Thomas. Marie avait été transférée avec succès et le nouveau traitement commencerait dans quelques heures. Il y sentit. Il y avait aussi une photo. Sa sœur, pâle mais souriante, avec Thomas à ses côtés. Il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait Marie qui fit sourire Émilie, malgré toute la tension. « Bonne nouvelle ?» demanda Julien, remarquant son expression. « Les meilleures, » répondit-elle, montrant la photo. « Et je pense que ma sœur n'est pas la seule à trouver un remède à Boston. » Julien étudia la photo un moment, un sourire compréhensif sur ses lèvres. Peut-être devrions-nous remercier Isabelle, après tout. Sans ces manipulations, bien des cœurs n'auraient pas trouvé leur véritable chemin. En parlant d'Isabelle, Émilie hésita, regardant par la fenêtre de la voiture vers l'imposant bâtiment de la banque qui approchait. « Êtes-vous prêt pour cela ?»
Ah, pour affronter ma sœur? Oui. Il prit sa main, embrassant doucement ses doigts. Pour me battre pour ce qui est à moi. Pour la première fois, pas seulement pour la banque, mais pour l'amour, plus que prêt. Mais quand ils arrivèrent, à la banque, une surprise les attendait dans le hall. Isabelle n'était pas seule. À ses côtés, élégant dans son costume italien, se tenait Gérard Dubois, l'avocat qui avait rédigé le contrat de mariage. Et il tenait une chemise qui fit glacer le sang d'Émilie. C'était une copie du contrat original avec une clause qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Gérard Dubois s'approcha avec un sourire qui rappelait un serpent sur le point de frapper, la chemise noire dans ses mains comme une arme chargée. « Monsieur et Madame Mercier », salua-t-il avec une cordialité feinte. « Quelle bonne chose que vous soyez arrivés à temps pour revoir ce petit détail du contrat avant la réunion du conseil. » Julien fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre Émilie et les deux conspirateurs. Quel détail serait-ce? Gérard? Considérant que c'est moi qui ai approuvé chaque mot de ce document. Ah, mais cette clause spécifique a été ajoutée après, avec votre autorisation verbale, bien sûr. Le sourire de Gérard s'élargit. Vous ne vous rappelez pas? C'était juste après avoir signé le contrat principal. Vous étiez... Comment? Dire assez anxieux de finaliser le tout. Isabelle s'approcha, son parfum coûteux laissant une traînée venimeuse dans l'air. Montrez-leur, Gérard. Après tout, tous doivent être conscients des termes complets de leur accord. L'avocat ouvrit la chemise avec un geste théâtral, révélant une page qu'Émilie n'avait définitivement jamais vue auparavant. La clause, imprimée en petits caractères mais clairs, fit se retourner son estomac. En cas de dissolution du mariage pour quelque raison que ce soit, ou en cas de contestation publique de sa validité, la partie contractante, Émilie Dupont, renonce à tous les avantages médicaux précédemment convenus, incluant mais ne se limitant pas au traitement en cours de Marie Dupont. « C'est impossible, » gronda Julien, sa voix tremblant de fureur contenue. « Je n'aurais jamais autorisé une clause pareille. »« Mais tu l'as fait, cher frère, » intervint doucement Isabelle. « Gérard a l'enregistrement de ton autorisation verbale. Une petite négligence de ta part, peut-être? Tu étais si pressé de sceller l'accord. » Émilie sentit le monde tourner autour d'elle. Si cette clause était vraie, si le traitement de Marie était interrompu maintenant... « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura-t-elle, ses mains tremblant. « Marie mourra, sans le traitement. »« Oh, mais nous ne voulons pas que cela arrive. » Isabelle feignit l'inquiétude. « C'est pourquoi nous sommes ici, offrant une issue simple. Vous renoncez à tout droit sur le nom Mercier, admettez publiquement que le mariage était une mascarade, et nous garantissons la continuité du traitement de votre sœur. » Julien était mortellement pâle, ses mains serrées en poings si serrés que les jointures étaient blanches. « Tu n'as pas changé depuis l'enfance, Isabelle. Toujours à manipuler, toujours à détruire ce que tu ne peux pas contrôler. »« Je protège simplement les intérêts de la famille, petit frère, » sourit-elle doucement. « Quelque chose que tu sembles avoir oublié comment faire. » C'est à ce moment que le téléphone d'Émilie vibra avec un message. C'était de Charlotte, et il ne contenait que 3 mots. « Vérifiez votre email, maintenant. » D'une main tremblante, Émilie ouvrit son email sur son téléphone. Il y avait un fichier vidéo envoyé quelques minutes plus tôt. Quand elle l'ouvrit, la voix d'Isabelle remplit le hall. « Bien sûr que la clause est fausse, idiote. Julien n'accepterait jamais quelque chose comme ça. Mais avec l'enregistrement. Modifié et la signature falsifiée, qui pourra le prouver? Jusqu'à ce qu'il découvre la vérité, les dégâts seront déjà faits. » La vidéo montrait Isabelle dans son bureau, parlant au téléphone, complètement inconsciente du fait qu'elle était enregistrée. La date dans le coin de l'écran était d'il y a seulement 3 jours. Le silence qui suivit fut assourdissant. Gérard Dubois avait laissé tomber la chemise, son visage un masque de panique. Isabelle semblait avoir vu un fantôme. Comment parvint-elle à balbutier? « Ta nouvelle assistante, » répondit Julien avec un sourire glacial. « Tu te souviens d'elle, Caroline Berger? En réalité, son nom est Caroline Moreau, et elle travaille pour notre équipe de sécurité interne depuis des années. Tu devrais vraiment être plus prudente avec qui tu embauches, sœur. » Isabelle chancela comme si elle avait reçu une gifle. « Tu avais planifié ça? »« Non, » répondit honnêtement Julien. « Mais après que Charlotte nous ait alertés. Sur tes plans,
Nous avons décidé qu'un peu de surveillance supplémentaire ne ferait pas de mal. À ce moment, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant Jacques accompagné de 2 policiers. « Mademoiselle Mercier », l'un des officiers s'avança. « Nous avons quelques questions concernant certaines transactions financières, ainsi que des accusations de falsification de documents et de conspiration. »« C'est ridicule !» s'écria Isabelle, son vernis de sophistication se fissurant finalement. « Tu ne peux pas me faire ça, Julien. Je suis ta sœur. »« Oui, tu l'es, » répondit-il doucement. « Et c'est pour cela que j'ai fermé les yeux si longtemps. » Sur tes manipulations. Mais maintenant tu as menacé la vie d'une innocente. Il regarda Émilie avec tant d'amour que son cœur faillit exploser. Et attaqué la femme que j'aime. Cela, ma sœur, je ne peux le pardonner. Tandis que les policiers emmenaient une Isabelle hystérique et un Gérard Dubois en état de choc hors de la banque, Émilie sentit ses jambes faiblir. Julien la prit dans ses bras avant qu'elle ne puisse tomber. « C'est fini ?» demanda-t-elle, osant à peine y croire. « Presque », répondit-il, embrassant doucement son front. « S'instanto, nous avons encore une réunion du conseil à affronter. Mais maintenant, il sourit, nous allons raconter notre véritable histoire. » Le conseil était réuni dans la salle de réunion principale, 50 des hommes et femmes les plus puissants, du monde financier attendant de décider du destin de l'Empire Mercier. Quand Julien et Émilie entrèrent, main dans la main, un murmure parcourut la salle. Julien ne lâcha la main d'Émilie que pour marcher jusqu'au bout de la table où son père avait l'habitude de s'asseoir. Pendant un moment, il observa simplement les visages autour de lui. Certains hostiles, d'autres curieux, tous attentifs. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix claire et forte, « vous êtes venus ici aujourd'hui en vous attendant à entendre parler d'un scandale, d'un mariage frauduleux et d'un homme incapable de diriger. Mais je vais vous raconter une histoire différente. L'histoire de comment un homme qui ne croyait qu'au contrat a appris à croire en l'amour. Mais avant qu'il ne puisse continuer, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent violemment. À l'entrée, pâle mais déterminée, se tenait une figure que personne ne s'attendait à voir. Claire Mercier, la matriarche de la famille, qui n'avait pas été vue en public depuis la mort de Sophie. Un silence sépulcral s'abattit sur la salle quand Claire Mercier avança lentement, appuyée sur son élégante canne d'ébène. Ses yeux, du même bleu intense que ceux de Julien, parcoururent la salle avec l'autorité de quelqu'un qui, même en retrait, n'avait jamais cessé d'être la véritable force derrière l'Empire Mercier. « Maman », murmura Julien, clairement pris, à part surprise. « Tu ne devrais pas. »« Silence, mon fils, » l'interrompit-elle d'un geste doux mais ferme. « Trop longtemps je suis resté dans l'ombre, permettant à cette famille de se déchirer. Plus maintenant. » Claire marcha jusqu'à Émilie, l'étudiant avec une intensité qui fit retenir son souffle à la jeune femme. Puis, à la surprise de tous, la matriarche sourit, un sourire qui portait des décennies de souvenirs et de secrets. « Alors c'est vous, la jeune femme qui a conquis le cœur de mon fils, » dit-elle doucement en français. « La fille que tous disent ressembler tant à ma Sophie. »« Madame Mercier, je... » commença Émilie, mais Claire l'interrompit d'un geste doux. « Non, ma chérie, laissez-moi parler. » Elle se tourna vers le conseil, sa présence dominant la salle malgré sa fragilité physique. « Vous avez tous connu Sophie. Vous avez connu sa lumière, sa bonté, son amour des livres et de la vie. Et quand nous l'avons perdue, sa voix faiblit légèrement. Quand nous l'avons perdue, chacun de nous a géré la douleur d'une manière différente. » Elle regarda Julien, ses yeux s'adoucissant. « Mon fils a choisi de se cacher derrière des contrats et des chiffres. Isabelle. » Elle fit une pause, la douleur évidente dans sa voix, a choisi la voie du ressentiment et de la manipulation. « Et toi, maman ?» demanda doucement Julien. « Comment as-tu géré ?»« Je me suis caché, » admit-elle, montrant pour la première fois de la vulnérabilité. « Je me suis caché et j'ai observé tandis que ma famille se déchirait. Mais plus maintenant. » Elle se redressa, redevenant la force de la nature dont tous se souvenaient. « Je suis ici aujourd'hui pour raconter au conseil une histoire, la véritable histoire. » Claire sortit une vieille enveloppe de son sac, ses mains tremblant légèrement. « Voici la dernière lettre que Sophie a écrite avant de nous quitter. Une lettre que je n'ai jamais montrée à personne, pas même à toi, Julien. » Avec des doigts précautionneux, elle ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Chère maman, je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps,
et il y a quelque chose que je dois te dire. Isabelle est venue me voir aujourd'hui. Elle a parlé de l'avenir de la banque, de comment Julien a besoin d'un héritier pour continuer l'héritage Mercier. Elle m'a demandé de convaincre Julien de faire des examens de fertilité maintenant, pendant que je suis encore là. Elle a dit que nous devons savoir s'il peut assurer la continuité de la lignée. Mais maman, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a effrayé. Une lueur calculatrice, comme si elle connaissait déjà la réponse et attendait simplement le bon moment pour utiliser cette information. S'il te plaît, protège Julien. Ne laisse pas le poids du nom Mercier écraser son cœur comme il est en train d'écraser celui d'Isabelle. Et plus important, quand le véritable amour entrera dans sa vie, ne laisse rien, pas même l'héritage de la famille, l'empêcher d'être heureux. Avec tout mon amour, Sophie. Le silence qui suivit était palpable. Julien s'était appuyé contre la table, son visage pâle comme du papier. Émilie se déplaça instinctivement à ses côtés, tenant sa main. Isabelle savait, dit-il finalement, sa voix rauque. Elle savait ma condition depuis le début. Oui, confirma Claire tristement, et elle a gardé cette information pendant 15 ans, attendant le moment parfait pour l'utiliser. Mais elle a commis une erreur que Sophie avait prévue. Elle a sous-estimé le pouvoir du véritable amour. La matriarche se tourna vers le conseil, sa voix gagnant en force. « Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas ici aujourd'hui pour juger un mariage ou remettre en question la capacité de leadership de mon fils. Vous êtes ici pour décider quel type d'institution la Banque Mercier sera à l'avenir. Une qui s'accroche à des traditions dépassées et à des jeux de pouvoir. Ou une qui reconnaît que le véritable héritage d'une famille n'est pas un nom ou une fortune, mais le courage de choisir l'amour par-dessus tout. » Les prochaines paroles furent interrompues par un bruit de verre brisé dans le couloir, suivi de cris. La porte de la salle de réunion s'ouvrit violemment, révélant Isabelle, qui apparemment avait réussi à échapper à la garde policière. Doppler. Sa main quelque chose brillait dangereusement sous les lumières de la salle. Le revolver dans la main d'Isabelle brillait d'une menace mortelle, sa main tremblant légèrement, tandis qu'elle pointait l'arme vers Julien. « Tu as tout détruit », siffla-t-elle, son visage déformé en un masque de haine et de douleur. 15 ans à planifier, attendre, construire, et tu détruis tout à cause de cette bibliothécaire. Julien plaça instinctivement Émilie derrière lui, ses yeux fixés sur sa sœur. « Baisse l'arme, Isabelle. Nous pouvons encore résoudre cela. » Résoudre? Elle rit, un son hystérique et brisé. Comment résout-on 15 ans de sacrifice? Comment résout-on le fait que toi, le fils prodigue, l'héritier imparfait, tu obtiens quand même tout ce que tu veux? Claire Mercier fit un pas en avant, ignorant les murmures effrayés des membres du conseil. « Ma fille, je t'en prie, tu n'as pas besoin de faire cela. »« Ne m'appelle pas comme ça !» cria Isabelle, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. « Tu les as toujours préférés. D'abord Sophie, puis Julien. Je n'étais que le reste, celle qui devait prouver sa valeur. »« Ce n'était pas vrai, » répondit doucement Claire. « Tu n'as simplement jamais permis qu'on t'aime tel que tu es. »« Mensonge !» Le cri d'Isabelle résonna dans la salle, sa main serrant davantage le revolver. « J'ai tout fait correctement. J'ai suivi toutes les règles, appris tous les chiffres. Je suis devenu exactement ce qu'un mercier devait être. Et pourquoi? Pour le voir. » Elle pointa l'arme vers Julien. « Tout jeté par amour. » Ce fut Émilie qui parla alors, sortant de... Derrière Julien, malgré ses protestations, « Il n'est pas trop tard, Isabelle. Tu peux encore choisir d'être aimée pour ce que tu es, pas pour ce que tu penses devoir être. » Quelque chose vacilla sur le visage d'Isabelle, une fissure dans son masque de fureur. « Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Sans la banque, sans le nom Mercier, qui suis-je? »« Ma sœur, » répondit simplement Julien. « Juste ma sœur, et cela a toujours été suffisant. » Pendant un moment, il sembla que ces paroles avaient atteint quelque chose en Isabelle. Sa main trembla, le revolver s'abaissant légèrement. Et, puis tout arriva très vite. La porte s'ouvrit à nouveau, révélant les policiers qui avaient finalement rattrapé Isabelle. Effrayée par le mouvement soudain, elle se retourna et l'arme se déchargea. Le bruit du coup de feu fut assourdissant dans l'espace clos de la salle. Pendant un moment terrible, personne ne bougea. Puis Julien chancela. « Non !» Le cri d'Émilie déchira l'air tandis qu'elle le soutenait.
des taches rouges fleurissant sur sa chemise blanche. Isabelle laissa tomber l'arme, son visage un masque d'horreur. Les policiers la maîtrisèrent immédiatement, mais elle ne résista même pas. Ses yeux fixés sur son frère tombé. « Appelez une ambulance !» ordonna Claire, sa voix coupant le chaos qui s'était installé. « Et que quelqu'un appelle le docteur Laurent. » Les heures suivantes furent un flou de sirènes, de couloirs d'hôpital et de prières murmurées. Émilie ne quitta pas le côté de Julien un seul instant, ses mains serrant la sienne même quand il était en chirurgie. Ce fut pendant ces heures d'attente qu'elle reçut un autre appel de Thomas. « Marie demande de tes nouvelles », dit-il doucement. « Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Elle a dit de te rappeler que parfois nous devons nous briser complètement pour nous reconstruire plus forts. » Quand Julien se réveilla enfin 3 jours plus tard, la première chose qu'il vit fut Émilie endormie dans un fauteuil à côté de son lit, portant encore la même robe de la réunion du conseil, maintenant froissée et tachée. « Hé !» appela-t-il d'une voix rauque, faisant s'ouvrir instantanément ses yeux. « Tu es là » murmura-t-elle, des larmes de soulagement coulant sur son visage, tandis qu'elle se penchait pour l'embrasser doucement. « Toujours » promit-il contre ses lèvres. Dans les semaines qui suivirent, tandis que Julien récupérait, beaucoup de choses changèrent. Le conseil, impressionné par la force et la dignité démontrées par Julien et Émilie durant la crise, vota unanimement pour son maintien à la présidence de la banque. Isabelle fut internée dans une clinique psychiatrique de luxe en Suisse, ironiquement, pas très loin de l'hôpital où Marie suivait son traitement. Avec une thérapie intensive, elle commença lentement à déterrer et à gérer des décennies de traumatisme et de ressentiment. Marie continuait à répondre miraculeusement bien au nouveau traitement. Et si Thomas faisait des visites beaucoup plus fréquentes que nécessaire, personne ne commenta l'éclat spécial dans les yeux de Marie quand il était près d'elle. Claire Mercier revint à la vie publique, assumant un rôle actif non seulement dans la famille, mais aussi dans des projets caritatifs axés sur la santé mentale et le soutien familial. Quant à Julien et Émilie, 6 mois après l'incident, ils se marièrent à nouveau. Non par contrat ou obligation, mais par amour. La cérémonie fut petite et intime, tenue dans le jardin du manoir Mercier, avec Marie comme demoiselle d'honneur et Thomas comme témoin. Durant les vœux, Julien surprit tout le monde en annonçant la création de la fondation Sophie Mercier, dédiée au soutien des familles affectées par des maladies rares et à la promotion de recherches médicales avancées. Parce que parfois, dit-il, regardant dans les yeux de son épouse, le véritable héritage n'est pas celui que nous recevons, mais celui que nous choisissons de créer. Et ainsi, par un après-midi doré d'automne, tandis que le soleil se couchait sur Paris, 2 cœurs qui s'étaient retrouvés à travers un contrat scellèrent finalement leur union avec la seule clause qui importait vraiment, l'amour inconditionnel. « Tu... » « C'est, » murmura Émilie à Julien durant leur première danse en tant que mari et femme. « Pour de vrai cette fois, je pense que nous devrions remercier ce contrat. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, la faisant tournoyer doucement. « Parce que parfois, sourit-elle, nous avons besoin d'un contrat pour nous apprendre que l'amour véritable ne peut pas être contrôlé, seulement vécu. » Julien l'attira plus près, l'embrassant sous les lumières douces du jardin, tandis qu'en arrière-plan, Marie riait de quelque chose que Thomas avait chuchoté à son oreille et Claire observait tout avec des yeux embués de bonheur.